Ce mec se retrouve à l'hôpital après avoir décimé un groupe de monstres dans une autre dimension. Il vient de réveiller ses pouvoirs et a complètement épuisé son endurance pendant le combat, alors le docteur lui dit qu'il a besoin de repos pour récupérer. Mais dès qu'il est laissé seul, une présence sombre apparaît et le réveille. Elle lui dit de devenir assez fort pour être digne de son pouvoir. Lee n'est pas du tout emballé par cette idée. Il commence à réfléchir à comment s'en débarrasser, mais cela ne fait que rendre la présence plus furieuse. Elle en a assez de sa faiblesse. Le monarque des ombres soulève Lee dans les airs et le jette directement dans un portail, l'avertissant que s'il n'atteint pas le rang des en 3 jours, il sera complètement effacé. Lee ne comprend pas pourquoi il se retrouve dans une grotte au lieu de son confortable lit d'hôpital. Assez vite, il réalise la vérité. Il a été téléporté dans un nid d'insectes dans l'autre monde pour s'entraîner. Et, honnêtement, il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi la vie est toujours aussi cruelle avec lui. Ses parents sont morts dans un accident en travaillant pour une corporation. Au lieu de recevoir une compensation, il a été forcé de rembourser leurs dettes. Sans autre option, il a accepté le travail le plus dangereux possible, mineur dans l'autre monde. Juste au moment où il commençait à s'habituer à cette vie, tout s'écroule à nouveau. Durant une mission, des monstres humanoïdes apparaissent et massacrent la plupart des mineurs. Quand les monstres font exploser leur camion, Lee remarque quelque chose d'important. Ils ont peur du feu. Utilisant cette faiblesse, il aide les mineurs restants à s'échapper. Il se replie dans une grotte de stockage et commence à brûler de l'huile pour bloquer l'entrée. La compagnie est contactée, et une équipe de secours promet d'arriver dans 2 heures. Mais le cauchemar ne s'arrête pas. Les batteries de leur combinaison de protection commencent à s'épuiser. Les mineurs les plus forts s'allient et volent les batteries des faibles et des plus âgés pour se sauver. Lee est battu et abandonné pour mourir des radiations. Puis un autre mineur essaie de s'enfuir en utilisant le camion. Il laisse accidentellement tomber une statue de l'arrière, éteignant le feu à l'entrée de la grotte. C'est à ce moment que les monstres déferlent à nouveau. L'un d'eux brise la statue et attrape Lee, le poignardant. Même alors, Lee refuse d'abandonner et mord le monstre de ses dernières forces. À cet instant, le monarque des ombres scellé dans cette statue entre dans son corps. Avec ce pouvoir, Lee écrase facilement les monstres un par un. Il fait même goûter leur propre médecine aux mineurs lâches en prenant leurs batteries et en les donnant aux quelques survivants. Puis il se dirige vers l'extérieur. Utilisant sa force et son agilité écrasante, il forme une lame d'ombre et tue tous les monstres restants. Monstres, mais comparé à ce qui attend plus profondément dans ce nid d'insectes, cela ne semble rien. L'instant d'après, il aperçoit un scarabée à carapace bouclier. Il ne comprend pas pourquoi il reconnaît l'espèce, mais l'ombre répond qu'elle a partagé sa base de connaissances avec lui. Soudain, le scarabée charge à pleine vitesse. Lee parvient à peine à reculer et à éviter le coup. Remarquant un angle mort sur son dos, il saute dans les airs pour l'exploiter. Il essaie de frapper, mais son attaque s'avère inutile. Le scarabée charge à nouveau, et cette fois il bloque avec sa lame forgée d'ombre. Pourtant, il peine à percer sa carapace, car elle est bien trop résistante. L'ombre se moque de lui, raillant l'inutilité de ses attaques, réduite à de la simple force brute. Mais alors qu'il fonce vers le scarabée, il exige de l'ombre de le laisser se battre à sa manière. L'ombre l'avertit de ne pas venir quémander de l'aide si les choses tournent mal. Il affronte le scarabée pendant un moment, de plus en plus frustré de ne trouver aucun point faible. Le coup suivant du scarabée le projette en arrière, suivi par d'autres moqueries de l'ombre. Puis il remarque quelque chose de vert étalé sur son épaule. En regardant le scarabée, il réalise que c'est le sang de la créature. Un sourire narquois apparaît sur son visage car il a enfin trouvé le point faible. Réveillant son œil de l'ombre, il défie le scarabée pour voir qui est vraiment le plus faible. L'ombre reconnaît instantanément sa capacité. L'instant d'après, il brise la patte du scarabée. L'ombre se moque de lui pour n'avoir coupé qu'une seule patte, mais Lee sait que c'est suffisant pour créer une ouverture. Pour l'achever, il lui faut une arme plus efficace. Sur sa volonté, il façonne son ombre en forme de lance et la plante dans l'abdomen du scarabée, son point faible. Il gagne enfin, mais l'ombre est insatisfaite, soulignant à quel point il s'épuise rapidement après avoir tué un seul gardien en armure. Puis une soudaine montée de puissance le parcourt alors qu'il trouve un joyau dans sa main. L'ombre explique que c'est une pierre d'énergie qui peut aider à augmenter son niveau de capacité. Puis il sent quelque chose, mais il ne peut pas le voir. L'ombre l'exhorte à utiliser son œil de l'ombre, ce qui ne fait que le laisser confus. L'ombre explique que pour activer la compétence, il doit concentrer l'énergie de l'ombre dans ses yeux. Il la canalise au niveau 1, ouvre les yeux, et repère le prochain ennemi devant lui, un qui lui lance des armes semblables à des aiguilles. Il esquive de justesse tout en se demandant ce que sont ces créatures. Une autre attaque vient de derrière, le forçant à esquiver à la dernière seconde. Les frappes sont si rapides qu'il ne peut même pas les suivre correctement. Frustré, il se demande si l'œil de l'ombre ne fonctionne pas. L'ombre l'informe froidement qu'il est simplement trop faible pour utiliser la compétence efficacement. Déterminé, il force davantage, concentrant plus d'énergie de l'ombre dans ses yeux. L'ombre note son efficacité surprenante à canaliser l'énergie, atteignant un niveau qui l'intrigue même. L'instant d'après, Lee y voit clairement le monstre, un insecte lame éclipse, aussi connu comme le faucheur de tête. À ses côtés se cache un tireur d'art, lançant des pics empoisonnés à distance.
Mais le vrai problème lui apparaît. C'est dans la nature des insectes de ne jamais être seul. S'il en a trouvé un, il doit y en avoir d'autres. L'obscurité s'épaissit, enveloppant le champ de bataille alors que d'innombrables formes commencent à s'agiter autour de lui. Maintenant, il l'attaque de tous les côtés pendant que l'ombre le félicite d'avoir trouvé une position qui l'aide à éviter les coups de toutes les directions. L'instant d'après, Lily explose d'énergie de l'ombre, projetant au loin de nombreux insectes. Cette énergie est en fait la deuxième phase du pouvoir de l'ombre, comme le reconnaît l'ombre. Peu après, il reçoit une notification indiquant que son œil de l'ombre a atteint le niveau 2, lui permettant de tuer ses ennemis plus efficacement. En combattant les insectes, il a l'impression que leurs mouvements ont ralenti, lui permettant d'esquiver leurs attaques rapidement. Puis il remarque des taches violettes sur leur corps et réalise que ce doivent être leurs points faibles. L'ombre le confirme, disant qu'il peut les voir grâce à son œil de l'ombre de niveau 2. Maintenant, il a une bien meilleure chance de percer leur défense. Avec un rugissement, Lily fonce et active sa compétence d'explosion d'épines d'ombre, plantant son arme dans le sol sous ses pieds. De là, d'innombrables épines d'ombre jaillissent vers le haut, empalant les insectes. Cette capacité lui permet d'enfoncer ses ombres dans la terre puis de les faire jaillir vers le haut dans une frappe mortelle. Avec cela, il obtient plusieurs gemmes, et sa progression pour devenir rang commence officiellement. Cependant, chaque noyau ne contribue qu'à hauteur de 0,7% à sa progression. Il décide alors d'abattre également les restants, déterminé à les finir tous d'un seul coup puisqu'il a déjà trouvé leurs points faibles. À chaque élimination, sa progression augmente. Il est stupéfait de voir à quel point une augmentation d'un niveau de son œil de l'ombre peut améliorer ses compétences. Autant de puissance dépasse ses attentes. L'instant d'après, un autre insecte l'attaque, mais il esquive au dernier moment, s'attirant des éloges pour sa vive réaction. Lily reconnaît alors son ennemi comme étant un ver sabre de distorsion. Sans hésitation, il remodèle son ombre en un fouet, ligote l'insecte et le tire vers lui en le défiant d'essayer de sauter à nouveau. Un autre essaim d'insectes arrive, lui tirant dessus des épines empoisonnées. Il charge en avant, et de toutes ses forces, transforme son ombre en plusieurs fouets, les enroulant autour de chaque insecte et les déchiquetant un par un. En voyant cela, l'ombre observe que Lily devient enfin digne de son pouvoir. Après tout, l'œil de l'ombre améliore son temps de réaction, sa force et son contrôle sur les ombres. Mais cela a aussi un prix, car la compétence consomme une immense énergie mentale. C'est pourquoi la vision de Lily commence à se brouiller alors qu'il atteint sa limite. Pourtant, il refuse de s'arrêter. Poussé par la vengeance, il continue de tuer les insectes sans relâche, son esprit rempli des pensées de ceux qui lui ont fait du tort. Sa progression continue de grimper à chaque élimination tandis que le temps restant diminue à un rythme alarmant. Debout au milieu de tas de cadavres d'insectes, il avance avec une détermination implacable, jurant de mettre à genoux tous ceux qui lui ont fait du tort pour l'honneur de ses parents. Sa progression atteint maintenant 94% vers l'avancement au rang D, mais il ne reste que 2 minutes. Pendant ce temps, l'ombre remarque que la haine de Lee envers les humains joue en sa faveur, nourrissant son énergie de l'ombre. Il l'exhorte à se dépêcher, lui rappelant que le temps presse. Avec seulement 7 secondes restantes, Lee pousse enfin sa progression à 97%. L'ombre réalise ce qu'il a l'intention de faire, libérer toute son énergie de l'ombre restante dans un pari désespéré pour achever son avancement. Plus courageux que jamais, Lee immisce tout ce qu'il a, déchaînant une vague violente d'énergie de l'ombre qui se propage, explosant vers les insectes environnants juste au moment où le chronomètre s'arrête. Avec une explosion dévastatrice d'énergie de l'ombre qui écrase chaque insecte à proximité, Lee atteint enfin sa percée. Sa progression atteint 100%, et il atteint enfin le niveau D. L'ombre, à la fois amusée et fière, lui accorde le titre moqueur de Petit D. Épuisé, Lee remarque une arme posée à une courte distance. L'ombre explique que ce nid était utilisé par son peuple comme terrain d'entraînement pour débutants, donc l'arme doit être une dague de niveau D selon le système de classement humain. Mais quand Lee voit la taille de la lame, il ricane. Ça ne ressemble en rien à une dague. Pour lui, c'est un énorme espadon. Il fait remarquer que le peuple des ombres devait être composé de géants pour considérer une chose aussi énorme comme une simple dague. L'ombre lui rappelle que ses pouvoirs d'ombre seuls ne nécessitent aucune arme, mais Lee, têtu comme jamais, refuse d'être d'accord. Avec un sourire narquois, il sort plusieurs dagues de ses ombres, ayant clairement l'intention de compter à la fois sur ses compétences et ses armes. L'ombre devient curieuse de savoir si Lee peut réellement utiliser l'arme de manière appropriée. Lee confirme qu'il ne prévoit pas de l'utiliser car il a l'intention de la vendre. Alors, ils se dirigent tous les deux vers le hall d'enregistrement dans ce but. Pendant son évaluation, Lee est stupéfait de découvrir qu'il est toujours considéré comme de niveau E. La réceptionniste explique qu'aucune fluctuation d'énergie n'a été détectée en lui, bien que ses statistiques physiques soient impressionnantes. Elle ajoute, presque moqueusement, que sa profession mineure ne lui donne droit qu'à une augmentation de salaire de 15% au niveau E. En sortant, l'ombre explique que cela se produit parce que l'énergie de l'ombre ne peut pas être détectée par les méthodes humaines. Lee réfléchit. Bien que cela lui donne un avantage, cela rend également difficile la vente légitime d'équipements. Sans autre choix, il se dirige vers le marché noir pour vendre l'arme. L'ombre, amusé, aime particulièrement le mot noir, affirmant que cela lui convient parfaitement.
L'odeur de Lii due au minage est si forte que les gens autour le reconnaissent immédiatement comme un mineur. En regardant l'arme, l'ombre se moque de l'absurdité des humains, raillant la façon dont il qualifie quelque chose de divin simplement parce qu'il y a des gemmes incrustées dedans. Puis un vendeur arrogant se moque de Lii, lui disant de partir car un mineur n'a pas le droit de souiller leurs armes. Lii, imperturbable, lui rappelle calmement que ce n'est pas une façon de traiter un client, mais l'homme arrogant se moque encore plus, clairement convaincu que quelqu'un comme Lii ne pourrait jamais s'offrir quoi que ce soit de sa boutique. Puis, avec une révélation spectaculaire, il montre son arme et demande au garçon d'amener leur évaluateur pour connaître la valeur de son espadon. Mais le vendeur se tourne vers Zuo, qui est de niveau D avancé, alors que sa petite amie se plaint de la raison pour laquelle il l'a amené dans un endroit aussi louche. Le vendeur est tout flatté, espérant qu'il apportera quelque chose de bien. Zuo propose une épée qu'il va vendre pour acheter une voiture à sa petite amie. Le vendeur la vérifie et confirme que c'est une épée hurlevent qui peut augmenter la puissance d'attaque de l'utilisateur. Elle est même plus élevée que pour quelqu'un de niveau D. À ce moment, Lii se tourne vers Suing, qui est son ex, et qu'il a largué parce qu'il n'avait plus d'argent et des millions de dettes à payer. Maintenant, Zuo lui demande si elle connaît notre gars. Elle prétexte qu'il doit être l'un de ses fans. Zuo, cependant, n'aime pas que quelqu'un comme notre mec interpelle sa copine si familièrement, tout en se plaignant du bas niveau de l'endroit. Sur ce, il active la puissance de l'épée hurlevent et fonce sur lui en lui demandant de déguerpir avec ses affaires. Quand il envoie une estocade, il la lance sur Lii, mais l'espadon de notre gars la brise en morceaux. Notre gars lance qu'il s'occupe d'une camelote. Sa petite amie se plaint qu'il ait prétendu avoir cette épée capable de trancher le fer et valant une fortune. Furieux, il se précipite sur Lii avec son poing prêt à s'abattre sur son visage. Notre gars esquive le coup de poing sans aucun problème. Déterminé, Zuo réessaie, enchaînant coups de poing et de pied sans interruption. De son côté, Lii n'a aucune difficulté à esquiver ses attaques qui sont encore plus lentes que les insectes du nid. Zuo, cependant, s'énerve de ne pas réussir à placer un seul coup correct alors que Lii n'est qu'un mineur. Créant un fouet, notre gars attrape ses bras tandis que Zuo le menace de le renvoyer dans les mines, là où est sa place. Les yeux brillants, Lii le nargue en retour, lui disant que comme un bon chien, il devrait ramper jusqu'à la surface. Sur ce, il jette Zuo à terre, suscitant l'inquiétude de sa petite amie. Puis notre gars lui lance une autre provocation, rendant Zuo encore plus furieux, qui se précipite à nouveau vers lui, mais il s'arrête net quand quelqu'un entre dans la boutique. Cet homme costaud, Wang, est le vrai propriétaire de la boutique. Il montre du respect à Zuo en tant que client régulier, mais lui rappelle qu'il est interdit de se battre dans sa boutique. Sa petite amie intervient pour le défendre, accusant Lii d'avoir cassé l'épée de Zuo. Cela attire l'attention de Wang, d'autant plus que l'épée de Zuo a clairement été brisée par la force brute de l'arme de Lii. Notre gars rétorque que ça ne devrait pas importer, puisque c'est Zuo qui l'a attaqué en premier. Wang se tourne vers Zuo pour confirmation. Alors que les choses avancent, Wang sourit diaboliquement, réalisant que l'épée de Lii n'est pas une arme ordinaire. Alors il complote pour la lui voler. Zuo aura l'objet, et Wang aura l'argent. Prétendant agir en médiateur, Wang demande à inspecter l'épée. Lii la lui tend sans hésitation, mais dès que Wang la saisit, il est surpris. L'épée pèse plus de 50 kilos, pourtant notre gars la tient comme si de rien n'était. Cela seul fait soupçonner à Wang qu'il pourrait être plus avancé qu'il n'y paraît. Décidant de le tester davantage, Wang demande comment un simple mineur a pu mettre la main sur un tel objet. Lii lui rappelle que sur le marché noir, ni l'origine des objets ni l'identité du vendeur ne doivent être remises en question. Wang choisit de laisser passer. Pourtant, notre gars sent qu'on le sonde et remarque nonchalamment qu'il l'a trouvé en minant. Il sourit en apprenant que Lii n'est qu'un mineur, alors il sous-évalue l'épée en disant qu'elle ne coûte que quelques centaines car elle n'a aucun attribut. D'un autre côté, l'épée de Zuo aurait valu 2 millions si elle n'avait pas été cassée. Puis il essaie d'attirer Lii en prétendant qu'il doit payer 2 millions à Zuo pour son épée cassée et qu'il couvrira lui-même les frais restants. Il se tourne vers Zuo pour confirmation, et Zuo accepte avec joie. Cependant, sa petite amie s'inquiète pour sa voiture, car quelqu'un comme Lii ne pourrait jamais payer 2 millions. Il la console en disant que la vente de ses organes pourrait compenser la dette. Notre gars, cependant, comprend leur stratégie. Ils préparent leur point, mais Lii se prépare aussi avec son ombre en déclarant que ce sont eux qui vont avoir des ennuis. Tous les sbires dans la pièce sautent sur notre gars, prêts à l'écraser. Pendant ce temps, Wang dit à Zuo de se rendre au salon de thé et d'attendre la fin du combat, ce que Zuo accepte. Mais avant même qu'il ne fasse un pas, un sbire est déjà projeté contre le mur. Wang avertit ses hommes de faire attention à ne pas endommager sa marchandise, car ils ne pourraient pas la payer. L'instant d'après, ils sont choqués de voir notre gars vaincre chaque sbire sans effort. Cela fait penser à Zuo que Lii est devenu plus fort en travaillant dans les mines. Puis Lii défie ce bon à rien qui grince des dents. Sa petite amie ne croit pas aux compétences de combat de Lii, tandis que Zuo admet que sa force est suffisante pour battre des humains ordinaires, mais insiste sur le fait qu'il n'aurait jamais aucune chance contre quelqu'un de son niveau, un niveau D. Sur ce, il fonce vers lui. Mais avant même de pouvoir toucher Lii, il est projeté au loin par une simple gifle.
Zhu est furieux de s'être fait gifler et pleurniche comme un enfant. Il prétend qu'il va le tuer et lance une attaque rouge déferlante, que Li Yi bloque facilement avec son ombre. Zhu est confus en voyant cela. C'est comme si Li Yi avait un mur invincible. À ce moment, Li Yi est prêt à lui donner une leçon, ce qui fait trembler Zhu de peur. Sa petite amie refuse de croire qu'il puisse être vaincu par un simple mineur. Sans perdre de temps, Li Yi forme une toile d'araignée d'ombre métamorphe autour d'eux. Zhu, tremblant, réalise que Li Yi doit être au moins de rang C ou B, mais notre garçon lui dit nonchalamment qu'il n'est qu'un mineur de rang E, ce que cette ordure refuse de croire. Alors que Li Yi est sur le point de le frapper, Zuo lâche précipitamment qu'il est membre du gang de la Panthère Noire, prévenant que lui faire du mal attirera les foudres de Frère Panthère. Notre garçon y réfléchit et demande si le gang est impliqué dans l'usure. Zuo l'admet désespérément, ce qui lui vaut un coup de poing violent qu'il envoie voler en crachant du sang. Li Yi déclare sa haine pour tous les usuriers. À ce moment-là, Wang lui tend une embuscade avec une épée, mais Li Yi le repousse par la seule force. Zuo, terrifié, décide de faire un compromis. Il offre 100 000 wen pour être libéré. Li Yi se moque de lui, demandant si c'est tout ce qu'il vaut. Il augmente à 500 000 et finit par proposer 1 million s'il est relâché. Mais notre garçon a une autre idée. Puisque Zuo aime tant facturer des intérêts élevés, il décide de lui donner plusieurs gifles en guise d'intérêt. Désespéré, Zuo sort sa carte de crédit et offre 5 millions, tout ce qu'il a. En voyant la carte VIP du groupe NG, il comprend immédiatement que Zuo est l'une de ces personnes qui extorquent de l'argent aux gens comme lui. Il décide donc de garder Zuo en vie un moment afin d'attirer les plus gros poissons. Il laisse partir Zuo tout en déclarant que le gang de la Panthère Noire lui a déjà pris des millions, donc accepter cet argent n'est que son droit. Subin s'inquiète pour Zuo, mais il est plus concentré sur l'humiliation de ses paroles, quand elle lui a dit que Li Yi n'était qu'un mineur. Elle exprime sa confusion sur la façon dont Li Yi est devenu si puissant. Enragé, Zuo évacue son humiliation en la giflant violemment. Dans son esprit, se venger de Li Yi devient une certitude, car son argent n'est pas quelque chose que n'importe qui peut simplement prendre. Il appelle son supérieur, Frère Panthère, déformant la vérité en affirmant que Li Yi a non seulement volé l'épée qu'il prévoyait d'offrir à Panthère, mais a aussi juré d'éliminer le gang de la Panthère Noire. Il demande alors à Zuo de lui envoyer toutes les informations qu'ils ont sur Li Yi. À ce moment-là, un de ses subordonnés l'interroge sur leur plan concernant les gens, puisqu'ils ont déjà récupéré les objets qu'il était venu chercher. Lui, de sang-froid, tue nonchalamment chaque personne présente, s'exclamant que maintenant, il n'y a plus personne. Finalement, il confie la responsabilité de s'occuper de Li Yi, mort ou vif, à son second. Notre garçon, en quête de travail, se dirige vers la guilde des avancés pour trouver un emploi. Dès qu'il révèle qu'il est de rang et cherche une mission, tous les aventuriers autour de lui commencent à se moquer de lui pour être de la classe la plus basse, car d'habitude la guilde ne prend pas la peine de proposer des emplois au rang E. La réceptionniste lui dit poliment qu'il doit attendre à l'entrée, juste à côté du tas d'ordures. Si un groupe a besoin de quelqu'un comme lui, ils viendront le chercher là-bas. Ceci, bien sûr, déclenche une autre vague de rires et de commentaires moqueurs de la part des autres, le comparant au tas d'ordures près duquel on lui a dit d'attendre. Ignorant les moqueries, il reste concentré sur l'obtention d'une mission, car les 5 millions qu'il a gagnés sont directement allés au remboursement du prêt qu'il doit payer. Soudain, toute la salle de la guilde s'alourdit sous la pression intense d'une aura de haut niveau. Elle provient d'une avancée, une fille de rang B. Des murmures se propagent dans la foule, se demandant pourquoi quelqu'un comme elle est même ici. Activant son œil de l'ombre, Li Yi remarque quelque chose que les autres ne peuvent pas voir. Elle n'a aucune intention meurtrière, et son apparence dégage principalement l'air délicat d'une jeune femme riche. Son compagnon annonce qu'il se dirige vers l'abîme des bêtes pour une mission de rang D et qu'ils ont besoin d'un mineur de rang D pour cela. Au moment où les mots quittent sa bouche, la pression de son aura fait reculer tout le monde de peur, tout le monde sauf notre garçon qui reste totalement imperturbable. Il réalise rapidement qu'il est le seul encore debout. La fille elle-même remarque à quel point il n'est pas affecté par son aura de rang B. La réceptionniste, essayant de lui plaire, s'empresse de lui proposer de lui montrer une liste d'avancées de rang D disponibles, mais elle secoue la tête et désigne Li à la place. La réceptionniste balbutie, protestant qu'il n'est même pas encore enregistré, et que ce serait contre le protocole. Mais la fille déclare simplement qu'elle fait les règles et choisit Li elle-même, sortant avec eux sur ses talons. La réceptionniste déconcertée reste sans voix, n'ayant jamais été témoin de sa sélection personnelle de qui que ce soit auparavant. À l'intérieur du donjon en suivant Qin, Li rencontre son équipe. C'est un groupe bien équilibré. Un avancé de la classe Bard utilise sa flûte pour attirer les monstres tandis que d'autres combattants en première ligne infligent des dégâts rapides. Cette coordination donne aux guerriers des ouvertures claires, leur permettant d'abattre les minotaures efficacement. Qin mène avec confiance depuis le front en tant que rang B. De l'extérieur, tout semble se dérouler sans accroc, mais les sens aiguisés de Li détectent quelque chose d'anormal car il y a plus de minotaures en embuscade, rendant cette mission bien plus dangereuse qu'un simple niveau de rang D. Il se demande pourquoi les autres ne peuvent pas les voir. Ombre explique que c'est grâce à son œil de l'ombre, qui amplifie sa perception sensorielle bien au-delà de celle des humains ordinaires. Li considère que Qin est de rang B. Elle a dû sentir la même présence,
Pourtant il devine qu'elle le cache délibérément. À ce moment-là, le compagnon de Qin lui rappelle que le cristal de Starlight se trouve sous eux. Qin demande alors à Lily de venir avec elle. Sentant l'aura étrange qui émane d'elle, il suppose qu'elle ne se soucie pas de la vie d'un mineur ou même de ses propres coéquipiers. Elle ne compte que sur son pouvoir pour faire face à la menace qui l'attend en bas. L'instant d'après, ils sautent tous les deux et atterrissent devant une brute minotaure de Randé. Elle s'avance, dégainant son épée, et Lily se prépare à observer comment un Randé combat une telle bête. Mais alors, à son grand choc, elle se retire derrière lui et lui ordonne de s'en occuper à sa place. Il se tourne vers elle, lui rappelant qu'il n'est qu'un mineur, mais elle le supplie à nouveau, le poussant en avant. Il répète fermement qu'elle est le Randé alors qu'il n'est qu'un mineur de rang E. Il ne veut pas se battre car il ne reçoit qu'un salaire de mineur, et risquer sa vie pour cela est insensé. Alors elle promet de payer 1 million, et il accepte de le faire pour l'argent. Il active son aura d'ombre et forge une lame dans sa main. L'instant d'après, il se tient devant plusieurs minotaures de Randé. Il bloque l'une de leurs attaques pendant que deux autres se précipitent vers Qin, mais il est déterminé à la protéger pour l'argent. À sa surprise, elle active immédiatement son pouvoir, qui frappe le dos du monstre. Quand un minotaure saute pour la frapper d'Eno, Lee balance sa grande épée et le repousse. Il demande si le monstre déteste son visage, ce qui la fait pleurer alors qu'elle déclare que les bêtes sont sa responsabilité. Lee tranche les minotaures avec une précision d'expert, donnant à Qin un bref soupir de soulagement alors qu'elle se croit enfin en sécurité, mais elle a tort. Un autre minotaure la charge par derrière. Elle s'interroge sur son comportement intrépide, mais Lee est perplexe face à elle. Elle a clairement le pouvoir de combattre ces créatures, pourtant elle tremble de peur devant elle. Le coup du minotaure atterrit sur son bracelet, libérant un puissant bouclier rouge qui repousse la bête. Cependant, le bracelet se brise dans le processus. En voyant cela, Lee le reconnaît immédiatement comme une amulette de protection et en conclut qu'elle doit être une avancée de type non combattant, ce qu'elle confirme. Elle le supplie alors de garder ce secret. Il accepte à la condition qu'elle le paie en plus. Pourtant, il exprime sa curiosité sur la raison pour laquelle les minotaures ne ciblent qu'elle. Pour trouver la réponse, il active son œil de l'ombre et remarque une silhouette un peu plus loin, quelqu'un contrôlant les minotaures avec une flûte. Il n'avait pas pu sentir la présence auparavant à cause de l'aura contenue de l'ennemi. Qin demande de l'aide, et il frappe une autre créature, mais cela devient un cycle sans fin car d'autres apparaissent après chaque défaite. Ses compétences à effet de zone sont hors de question en raison de la proximité de Qin. Il commence à craindre de mourir d'épuisement à ce rythme. Puis il s'arrête, réfléchit clairement, et réalise que son véritable ennemi en a après Qin. Il décide de l'utiliser comme appât tout en forgeant des chaînes d'ombre sous ses pieds. Il avertit Qin de rester sur ses gardes en cas d'embuscade, surtout que son amulette de protection est brisée et qu'elle ne peut pas se battre. Pendant ce temps, il lie les pieds du minotaure avec des chaînes d'ombre. Qin s'inquiète de la raison pour laquelle il a révélé si forte une grande partie de son secret, ne réalisant pas qu'elle est l'appât. L'ennemi tombe dans le piège et apparaît derrière elle, certain qu'elle est sans défense. Il lève son épée, lui disant de blâmer son père pour sa faim. Avant que le coup ne porte, Lee la sauve. Il révèle alors que le coupable derrière les minotaures les contrôle avec des ondes infrasonores à travers sa flûte. Qin est choqué de voir Ludan, son coéquipier, se tenir là. Ludan sourit, se moquant d'avoir été dupé par un simple mineur, mais déclare que ce n'est pas la fin. Il active son pouvoir, puisant l'énergie de tous les minotaures autour de lui. L'air s'épaissit de son aura alors qu'il se prépare à révéler sa véritable force. Observant attentivement, Lee conclut que Ludan doit être de rang C, tandis que Qin comprend rapidement sa stratégie pour augmenter sa puissance. L'instant d'après, de la lave jaillit à leurs pieds, et il réalise que Ludan évolue en un minotaure de lave de rang C. Nerveusement, il pense que le pouvoir abusé de Ludan le rend bien inférieur à son nouvel ennemi. Bientôt, le minotaure de lave de rang C entièrement évolué se dresse devant eux et attaque immédiatement. Sans autre choix, Lee forme un bouclier d'ombre autour d'eux, mais la force destructrice de la bête est trop écrasante, brisant le bouclier instantanément. Il comprend qu'à eux deux, ils ne font pas le poids face à un tel monstre. Qin remarque les brûlures sur son corps, mais il ne répond rien. Sans alternative, il lui saisit la main et la tire pour qu'elle s'enfuit avec lui. Pour retenir le minotaure, il le lie avec des cordes d'ombre, bien qu'il sache qu'il ne pourra pas le retenir longtemps. Une fois qu'il atteigne une distance plus sûre, il la presse de s'éloigner le plus possible du donjon. L'inquiétude apparaît en elle, mais il lui dit qu'il doit rester en arrière pour lui faire gagner du temps. Elle hésite encore, mais il la console, lui assurant qu'il reviendra. Après tout, il doit encore récupérer son 1 million. Finalement, elle se dirige vers l'entrée. À ce moment-là, Ludan, maintenant sous forme de minotaure, les cherche. Il crie pour exiger de savoir où est Qin. Furieux, il se tourne vers Lee. Notre garçon esquive l'attaque tout en le provoquant pour qu'il continue de deviner. Il frappe le tibia de Ludan seulement pour réaliser avec stupeur qu'il n'y a pas la moindre égratignure. Son corps semble être de la roche solide. Ludan répond d'un ton moqueur, disant qu'une lame ne peut le couper car il est vraiment devenu de la pierre, tout en essayant de porter un coup dévastateur. L'esprit de Lee s'emballe, concluant que le vaincre entouré de lave est presque impossible. Il court immédiatement, attirant Ludan au loin,
visant à l'amener en terrain découvert. Ludan continue de le narguer parce qu'il s'enfuit, mais Liyue reste concentré sur la recherche de son point faible. Activant son œil de l'ombre de Rancé, il scannait Ludan attentivement. La figure monstrueuse frappe à nouveau, déterminée à le tuer d'abord avant de s'en prendre à Qin. Cette agression imprudente donne à Liyue l'ouverture pour enfin détecter le point faible. Il file derrière Ludan, mais Ludan se révèle assez vif pour anticiper son mouvement, des flots de lave jaillissant pour couvrir le point vulnérable. Avec un rire cruel, Ludan le défie, se vantant de savoir exactement ce que Liyue pense avant de le projeter au loin avec une force en fusion. Épuisé, Liyue ressent le poids écrasant de la puissance d'un vrai Rancé. Ludan se précipite avec l'intention de l'achever. Liyue affermit sa lame, attendant la bonne occasion. Ludan se moque de lui car il ne fuit pas comme avant, certain que ce combat est sans espoir, mais Liyue continue d'avancer avec des frappes incessantes, bien que chaque coup semble inutile contre le corps rocheux de la créature. Ludan lui assène ses attaques, mais ce moment d'arrogance ouvre une petite opportunité. Liyue bondit dans les airs, visant directement le point faible. Une chaleur violente jaillit, une vague écrasante de flammes provenant du point protégé. Son énergie d'ombre vacille contre les 2000 degrés Celsius brûlants, le forçant à reculer. Il atterrit durement, admettant intérieurement la vivacité de son adversaire. Ludan reconnaît que Liyue a trouvé le point faible, mais il le nargue davantage, disant qu'il est inaccessible sous cet enfer. Puis, d'un ton cruel, il exige de savoir où se trouve Qin. Liyue répond froidement, indiquant clairement qu'il ne fera jamais confiance à quelqu'un qui a trahi son propre maître pour l'argent et la gloire. À ces mots, Ludan devient livide, chargeant sur lui de fureur. Son adversaire attaque sans relâche tandis que notre garçon esquive chaque coup, son corps bougeant par pur instinct. Saisissant une ouverture, il métamorphose son ombre en une lame-chaîne et la lance vers Ludan. L'ennemi reconnaît instantanément le changement. Liyue ne fait plus que se défendre. Il passe à l'offensive. Sans hésitation, Liyue transforme la chaîne en un darkord, le fouettant directement vers le point faible de Ludan. Mais la chaleur torride fait fondre son ombre en plein vol, suscitant les moqueries de Ludan. Le monstre se jette à nouveau en avant, lui disant d'abandonner. Liyue serre les dents, réalisant qu'il consomme beaucoup trop d'énergie d'ombre. Ses réserves se consument, et avec elles, ses chances de survie. Pendant un bref instant, il envisage d'appeler Anthropique à l'aide. Cette pensée le glace. Il refuse, car il préférerait affronter la mort selon ses propres termes plutôt que de céder son corps à cette entité. Rassemblant chaque once de volonté, il bondit une fois de plus dans les airs, les yeux rivés sur le point faible. La chaleur oppressive menace de l'écraser, les flammes de la barrière de lave lui brûlant la peau, pourtant il refuse de s'arrêter. La promesse de la victoire, les points d'expérience qui l'attendent au-delà de ce combat le poussent à avancer. Puis il perce, enfonçant sa lance forgée d'ombre dans le point faible de Ludan. Le Rancé explose de douleur, son rugissement résonnant dans le donjon. Mais juste au moment où sa santé tombe à zéro, le mode berserker de Ludan s'active. Son corps s'embrasse d'une énergie violente, ses statistiques grimpant en flèche. Il projette Liyue en arrière avec une force monstrueuse. Liyue s'écrase au sol, stupéfait et confus par ce retournement de situation soudain. Les yeux brûlants de Ludan se fixent sur lui, la fureur flamboyante alors qu'il maudit le mineur pour avoir osé le blesser. Et puis Liyue le sent, la chaleur suffocante émanant de son ennemi, devenant plus chaude, plus forte, plus mortelle. D'un air impassible, Ludan déclare que c'est sa fin. L'instant d'après, notre garçon est pétrifié en sentant une énergie bien plus grande monter de son propre corps. La réponse vient des Anthropiques, qui l'informent que cette énergie a toujours résidé en lui, mais qu'elle est maintenant tempérée par la chaleur intense de sa manœuvre pour abattre Ludan. Cela forge une nouvelle forme d'énergie d'ombre. Il remarque que cette capacité d'amélioration de l'ombre éveillée lui confère un pouvoir de guérison, bien qu'à un niveau débutant pour l'instant. Ludan remarque non seulement que notre garçon se guérit, mais aussi l'aura sinistre qui émane de lui. Il attaque immédiatement Liyue sans lui laisser la chance de récupérer. Liyue esquive à grande vitesse. Ludan est choqué de le voir se déplacer assez vite pour suivre sa vitesse triplée, ce qui le fait douter que ce garçon ne soit vraiment qu'un rang E. Furieux, il inonde la zone de lave pour l'empêcher de s'échapper. Déterminé à le réduire en cendres, Ludan poursuit son attaque, mais Liyue reste là, imperturbable, ignorant que l'amélioration de l'ombre a formé une couche protectrice autour de lui, le protégeant de la chaleur. Il est satisfait de la capacité de niveau débutant qu'il a éveillée, bien qu'il se demande quel miracle une version avancée de cette compétence pourrait apporter. Puis, avec un calme défiant, il nargue Ludan en lui disant que sa chaleur est trop faible. Ludan est choqué par ce spectacle. Dégainant sa lame, notre garçon déclare que c'est à son tour d'en finir. Avec un rugissement, son ennemi se précipite également vers lui, mais cette fois, Liyue a le dessus. Sa compétence d'amélioration de l'ombre augmente ses statistiques globales à 200. Maintenant, sa lame peut percer et trancher le corps de roche de son ennemi qui est furieux après avoir perdu son bras. Il charge à nouveau sur Liyue, mais cette fois notre garçon est prêt, tenant des lames dans les deux mains. Il n'en revient pas que sa capacité d'amélioration de l'ombre lui donne assez de puissance pour infliger même des dégâts à distance. Il envoie une autre taillade vers Ludan, endommageant son corps, mais la lave donne à Ludan un avantage, lui permettant de régénérer à nouveau ses membres perdus.
En l'entendant se vanter d'une régénération infinie, Li Yi souligne que son énergie diminue. Levant son arme, Lu Dan le met au défi de continuer à attaquer. Obéissant à la provocation, Li Yi lui coupe les membres encore et encore, le laissant se régénérer à chaque fois. Mais au dernier moment, Lu Dan sent que quelque chose ne va pas avec la régénération. Li Yi lui dit de se rendre car il est déjà à sa limite. Face à la mort, Lu Dan essaie de le raisonner, disant qu'il n'y a pas d'animosité entre eux et qu'il n'a pas besoin de le tuer. Li Yi est d'accord mais ajoute qu'on lui a confié la tâche de protéger Qin pour 1 million. En entendant cela, Liu Dan décide de l'attirer avec une offre de 5 millions une fois qu'ils seront de retour en ville. Notre garçon fait semblant de mordre à l'hameçon, sachant que c'est une chance pour Liu Dan de venir avec des renforts et d'essayer de le tuer. Liu Dan insiste sur le fait qu'il n'est pas un traître, mais Li Yi lui rappelle qu'il en est un et qu'il devrait être livré à Qin Shaoshan, le père de Qin, pour avoir pris sa fille pour cible. Sans oublier que Li Yi sera grandement récompensé non seulement pour l'avoir sauvé, mais aussi pour lui avoir livré ce coupable. En écoutant cela, Lu Dan choisit la mort plutôt que la captivité, sachant que cela mettrait aussi sa famille en danger. Il déclare que Li Yi ne devrait pas le blâmer pour ce qui va suivre alors qu'il lève un éclat dans sa main. Anthropic reconnaît l'éclat de la porte de l'autre monde et informe immédiatement Li Yi que si Lu Dan le détruit, l'abîme perdra son entrée vers le monde extérieur, et tout le monde à l'intérieur sera piégé pour toujours. Lu Dan l'accuse de ne lui laisser d'autre choix que d'agir. D'un mouvement rapide, Li Yi lui arrache l'éclat de la main et, l'instant d'après, l'attaque furieusement pour le tuer. Lu Dan tombe au sol, laissant derrière lui un noyau d'énergie. Avec ce noyau, Li Yi améliore son œil de l'ombre, qui est maintenant élevé au rang d'œil de l'ombre ultime. Le sol se met soudain à trembler. Anthropic l'informe que l'abîme s'effondre sans le soutien de l'énergie du Minotaure. Tout le monde se précipite en toute sécurité vers la sortie et respire de soulagement après s'être échappé. Qin lui offre une place dans la faction de son père, l'assurant que ses compétences seront très appréciées. Li Yi déclare clairement qu'il n'est pas intéressé à rejoindre une quelconque faction. Il lui demande également de garder son pouvoir secret. Elle accepte et lui remet sa récompense de 1 million. Décidant de gagner plus d'argent, il propose son épée à la 3e rue de Longmen. Elle l'inspecte et note que bien qu'elle ne possède aucun attribut énergétique spécial, le matériau est de haute qualité. Elle accepte de la prendre pour évaluation et promet de lui en donner un prix convenable. Il lui tend joyeusement l'épée et lui dit au revoir, prévoyant déjà de lui vendre ses futurs objets également, à en juger par ses connaissances en matière d'armes. Pourtant, il nourrit un petit doute qu'elle pourrait être comme Zuo, mais pour l'instant, il se contente du 1 million qu'il a gagné. Plus tard, à la maison, il sort l'éclat qu'il a volé à Lu Dan et demande à Anthropic s'il est vraiment important. Anthropic l'assure que rassembler suffisamment d'éclats l'aidera à atteindre le rang S. En regardant l'éclat, Li Yi réfléchit à l'offre. À son insu, Anthropic pense déjà à la réapparition de la porte de l'autre monde, ce qui signifie que leurs ennemis pourraient encore être actifs. Il sait que Li Yi est la clé, car un jour, ils devront combattre des créatures que l'esprit humain ne peut comprendre. Anthropic envisage de le lui dire maintenant, mais rejette l'idée, décidant qu'il est plus important que Li Yi devienne d'abord assez fort. Plus tard, notre garçon se rend dans la zone de la faille de rang E, qui est sous le contrôle du groupe NG. Cette faille est actuellement scellée en raison d'un accident minier. Il remarque les gardes, 1 de rang B et 3 de rang C, debout devant la faille. Il ne croit pas que NG engagerait des gardes aussi avancés juste pour surveiller une faille de rang E. Avec son pouvoir actuel, il sait que combattre ces gardes est hors de sa portée. Anthropic devient curieux de la situation, se demandant pourquoi une protection aussi lourde existe autour d'une faille de bas niveau. Li Yi révèle que cet endroit cache la vérité sur la mort de ses parents. Il se souvient du moment où il est allé voir le groupe NG pour chercher des réponses. Au lieu de la vérité, ils ne lui ont offert que plus d'argent en guise de compensation. Il n'y a pas touché parce que ce qu'il voulait, c'était la vérité. Le directeur a même essayé de le malmener, déclarant que ses parents étaient morts dans un accident sur le terrain. Mais Li Yi leur a rappelé que ses parents étaient des évolués de rang C. Ils ne pouvaient pas simplement mourir dans un accident ordinaire. Il a exigé qu'ils le laissent entrer pour vérifier, insistant sur le fait qu'il pourrait encore être en vie. Le groupe NG lui rappelle que la zone de la faille est imprévisible et dangereuse même pour les rangs C. Il proteste à nouveau, arguant que même s'il y a des monstres, ils ne peuvent pas être plus forts que le rang E. Un des sbires est sur le point de le frapper, l'accusant de vouloir simplement plus d'argent, lorsque le président du groupe NG, Ning Donggao, arrive et arrête la violence. Le président offre 200 000 à Li Yi en guise de compensation, disant que cela l'aidera, mais Li Yi refuse l'argent. Il veut seulement la vérité. À ce moment-là, le président promet d'enquêter sur l'affaire, et Li Yi le croit. Ce qu'il ne sait pas, c'est que bientôt il sera piégé dans des travaux forcés en remboursement de la dette de ses parents. Anthropic commente que c'est la même chose partout. Sans force, tout ce que les créatures peuvent faire, c'est se soumettre. Il dit à Li Yi de rassembler plus d'éclats au lieu de perdre son temps, l'attirant avec l'idée qu'une fois qu'il sera assez fort, la vérité lui appartiendra. Plusieurs pensées tourbillonnent dans l'esprit de Li Yi, son statut de rang E, qui ne lui donne pas l'avantage de former un groupe, et son doute sur les intentions des Anthropiques. Son ombre promet de faire de lui un rang S, mais Li Yi n'y croit pas vraiment. Anthropic lui crie de se taire, disant qu'il voit son potentiel.
C'est la seule raison pour laquelle il se donne la peine de l'entraîner. Lee lui rappelle nonchalamment qu'il n'a rien dit, ne réalisant pas qu'Anthropic peut lire ses pensées. Irrité, il le traite de menace. À ce moment, une invitation de mission apparaît devant lui. Après avoir vu l'invitation de mission, il se dirige vers le secteur chimique, qui est une zone de faille de Randé. Le directeur se plaint de son arrivée tardive, et il s'excuse en disant qu'il était loin. L'instant d'après, il remarque un visage familier, l'oncle O, qui le reconnaît immédiatement et est ravi de le voir après 5 ans. Pendant ce temps, les autres combattants évolués de rang C ne sont pas contents, grommelant d'avoir à attendre un mineur. Le directeur explique que la mission implique du minage, quelque chose qu'ils ne veulent pas que les avancées fassent. Un des combattants, impatient, demande un briefing sur la mission. Le client leur a demandé d'entrer dans la faille et d'extraire 60 kg de cristal froid. Voyant la situation, notre garçon calcule qu'engager 3 combattants avancés de rang C juste pour une faille de Randé est suspect. Sans oublier qu'aucun d'eux ne semble particulièrement amical. Il sent également une autre présence de rang C près de la porte, probablement EZ, un mercenaire. Pendant ce temps, Blood Panther regarde son téléphone, ses yeux brillants de soif de sang alors qu'il imagine chasser chacun d'entre eux, y compris notre garçon. Après un moment, ils entrent dans la faille. L'oncle O l'interroge sur sa combinaison de protection, et il répond qu'il n'en a pas besoin puisqu'il est un avancé. En entendant cela, l'un des évolués ricane, se moquant de lui pour être un roi des déchets, ne se démarquant que parmi les mineurs. L'oncle O l'avertit de ne pas mordre à l'hameçon, et il lui assure qu'il ne fera rien. En s'enfonçant plus profondément, il remarque quelque chose d'étrange car la végétation semble délibérément arrangée par des mains humaines. Non seulement cela, mais il sent aussi un grand danger qui rôde à proximité. Il sent aussi une énergie puissante, sans aucun doute celle de Blood Panther, qui ne peut plus se retenir. En regardant autour de lui, il remarque que le mercenaire à proximité a dû le sentir aussi. Il se demande si le mercenaire se cache pour les observer ou si quelque chose d'autre se passe. Les combattants arrogants le pressent d'avancer plus vite, et il accepte. Notre garçon, cependant, prévoit d'utiliser les environs à son avantage et d'enquêter. Il dit à l'oncle O de bien s'accrocher et avance à une vitesse incroyable, déconcertant les combattants. L'un d'eux essaie de l'arrêter, mais un autre le retient, l'avertissant qu'il affrontera le danger seul sinon. Pendant ce temps, Blood Panther observe les combattants évoluer, pensant à quel point ils pourraient être facilement manipulés. Un combattant sent quelque chose de dangereux, mais leur chef les console, affirmant que la mission n'est que de Randé, facilement gérable. Un autre combattant se souvient d'une sensation d'être observé et remarque l'aura sinistre qui grandit. Avant que le chef ne puisse les raisonner, Blood Panther apparaît silencieusement derrière l'un des combattants et le piège. Tous deux reculent sous le choc, reconnaissant immédiatement la menace. Il le supplie de parler, mais Blood Panther tue leurs camarades de sang-froid, les considérant comme de simples nuisances pour le gang noir. Provoqué, l'un des frères restants se précipite vers lui, ignorant les protestations des autres. Son corps est instantanément piégé par les fils de Blood Panther et il est tué sur le champ, moqué par son ennemi impitoyable. Cette menace folle dit aux frères restants de s'enfuir, appréciant clairement l'expression effrayée sur son visage. Après avoir mis de la distance entre lui et les frères, notre gars demande à l'oncle Ao de se reposer un peu. L'oncle Ao est confus par son acte d'abandonner les frères. Au lieu de répondre, Lee demande s'il a offensé une faction récemment. L'oncle Ao répond qu'il n'est qu'un mineur et n'a rien fait de tel. Lee révèle que cette mission est orchestrée pour les tuer tous. L'oncle Ao prend peur en entendant cela, et notre gars le presse de dire tout ce qu'il sait. À ce moment-là, le frère restant intervient, l'accusant de tout savoir mais de ne rien leur avoir dit, ce qui a coûté la vie à ses frères. Se levant de sa place, Lee nargue le frère en disant que révéler le cerveau de l'opération ne ferait que le rendre utile. Le combattant ne comprend pas, et Lee pointe son coup, signalant qu'il est sur le point de mourir. Blood Panther le trouve intéressant car il a prédit ses mouvements. Lee ne perd pas de temps et active son œil de l'ombre ultime. Voyant la mort en face, l'oncle supplie immédiatement pour leur vie, insistant sur le fait qu'ils ne sont que des mineurs. Blood Panther admet ne les avoir jamais contrariés, mais il y a quelques jours, en état d'ivresse, il a laissé échapper qu'il connaissait un secret à leur sujet. L'oncle O promet qu'il ne le révélera jamais. Activant son pouvoir, Blood Panther déclare que seule une personne morte peut garder un secret, puis il attaque l'oncle O. Notre garçon se tient prêt, la puissance montant en lui alors qu'il saisit des lames dans ses deux mains. Blood Panther étend ses fils partout, admettant qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un comme Lee ait des compétences assez fortes pour abattre quelqu'un comme Zuo. Il se déplace pour le griffer, reconnaissant que Lee possède la seule compétence capable de vaincre Zuo. Blood Panther frappe notre garçon, mais Lee a activé son amélioration de l'ombre. Il esquive sans effort, rendant l'attaque inutile car Blood Panther est trop puissant pour qu'il puisse même la bloquer directement. Blood Panther frappe à nouveau, envoyant Lee voler. Désespérément, Lee dit à l'oncle Ao de rester en arrière, réalisant qu'il doit changer de tactique car les attaques à courte portée le désavantagent contre son ennemi. Blood Panther déclare qu'ils mourront tous les deux, ce avec quoi Lee est immédiatement en désaccord. Il active son ombre ultime, transformant son arme en poignard.
Les poignards volent vers Blood Panther qui les bloque avec une raillerie. Lee saute dans les airs, l'âme levée. Blood Panther admet à contre-cœur que la capacité de Lee est élevée pour un mineur, mais il insiste sur le fait qu'en brisant son épée, Lee n'est encore que de rang E. L'instant d'après, le sol se fissure sous les pieds de Blood Panther et un mercenaire lui tend une embuscade. L'ombre flexible de Lee, semblable à un serpent, ligote Blood Panther, qui réalise que son expertise en combat rapproché sera sa perte. En un clin d'œil, il est tué. Voyant un Rance tué par son ennemi, il s'inquiète car il est plus faible que cet adversaire. Sachant qu'ils n'ont pas le choix, il prend la main de l'Onclo, se concentrant sur la sortie de la zone. Blood Panther, cependant, refuse de croire qu'ils pourront jamais s'échapper. Un peu plus loin, il soigne les blessures de l'Onclo, prévoyant de l'aider à s'échapper la nuit. L'Onclo le presse de fuir seul, insistant sur le fait qu'il n'est qu'un fardeau à ce stade. Puis il l'interroge sur la raison pour laquelle Blood Panther le chasse, car cela doit être lié à un secret. L'Onclo admet calmement qu'il connaît la vérité derrière la mort de ses parents, ce qui déclenche sans le savoir son énergie de l'ombre. Désespéré de connaître toute la vérité, il presse l'Onclao. L'Onclao commence à expliquer qu'il n'était pas sûr au début, mais que la venue de Blood Panther confirme ses soupçons que quelque chose ne va pas avec Kuishio. Son père avait également révélé avant sa mort que cet homme devait mener des expériences dangereuses dans la zone minière. L'accident s'est produit quelques jours plus tard, entraînant la mort de ses parents, et Kuishio les a accusés d'avoir volé du minerai. Il est furieux que personne ne le lui ait dit plus tôt. L'Onclo admet qu'il ne pouvait pas risquer de perdre son emploi car il avait une famille à soutenir. Lee l'accuse d'avoir laissé la vérité s'échapper, et l'Onclo avoue que la pression de sa culpabilité l'a forcé à boire et à révéler la vérité, ce qui a finalement conduit au désastre. L'instant d'après, Blood Panther apparaît à nouveau avec ses fils mortels, piégeant l'Onclao et terrifiant Lee. Avant de mourir, l'Onclao demande pardon à Lee. Blood Panther, reconnaissant Lee par ses parents, déclare qu'il l'enverra les rejoindre dans l'au-delà. Un affrontement éclate entre les deux adversaires. Blood Panther, désireux de verser le sang de Lee, attaque, mais Lee lui rappelle que sa soie d'araignée n'est pas invincible. Il dégaine sa grande épée avec sa capacité de métamorphose de l'ombre, attendant le moment parfait. Lorsque Blood Panther attaque imprudemment, Lee brise les fils, le prenant au dépourvu. Blood Panther réalise son erreur. Épuisé, Lee se demande s'il a atteint sa limite. Blood Panther admet que pendant un instant, il a eu vraiment peur. Sans ses capacités de rang E, il aurait été vaincu. Il piège à nouveau Lee avec sa soie d'araignée et le met au défi de le tuer. Lorsque Lee le fusille du regard, Blood Panther se moque de lui, disant qu'il le tue avec ses yeux. Voir la détermination dans le regard de Lee excite Blood Panther, et il décide de le provoquer davantage. Il révèle sombrement que Yo avait raison à propos des expériences, mais que ses parents ne sont pas morts dans un accident, mais de sa propre main. Le visage de Lee se fiche sous le choc. Blood Panther ajoute nonchalamment que le père de Lee avait le même regard quand il a déchiqueté sa mère, riant de ce souvenir avec une joie psychotique. Lee brûle de rage, sa puissance augmentant. En un instant, les fils de soie d'araignée autour de son corps sont consumés. Il fusionne avec son ombre en se relevant, entièrement résolu à tuer Blood Panther. Anthropic observe la situation et réalise que sa prédiction s'avère correcte, notre gars peut canaliser la haine pour alimenter l'énergie de l'ombre qui coule dans ses veines. Le système l'informe immédiatement que l'activation de son énergie de l'ombre crée une poussée massive, et il détecte son énergie de l'ombre interne avant de commencer les corrections. L'ajustement de niveau se termine avec succès, l'élevant au rang C avec l'amélioration de l'ombre. Avec cela, une nouvelle compétence s'éveille en lui, la balade de l'ombre, qui permet à son corps de se glisser dans n'importe quelle ombre et d'émerger de toute autre ombre connectée. Son adversaire remarque que ses blessures ont complètement disparu et se demande s'il possède des capacités de guérison. Blood Panther explique avec satisfaction que la proie devient plus intéressante lorsqu'elle se débat au bord de la mort, puis déchaîne son énergie vers lui. Lee répond en demandant qui est la vraie proie parmi les ombres avant d'apparaître derrière Blood Panther en utilisant sa nouvelle capacité. Ce mouvement soudain choque son ennemi qui ne peut comprendre comment sa force a augmenté si radicalement en si peu de temps. Blood Panther reconnaît être impressionné par sa vitesse, mais se retourne immédiatement, déclarant qu'une telle vitesse reste insuffisante pour le tuer. Deno, Lee active la métamorphose de l'ombre, l'essaim de poignard volant, et lance l'attaque vers le bas tout en suggérant à son adversaire d'essayer de gérer cette technique. Son ennemi répond avec confiance qu'esquiver de tels mouvements ne représente aucun défi pour quelqu'un de son calibre. Il active ensuite la balade de l'ombre, orage foudroyant, qui lui permet de se téléporter en utilisant la balade de l'ombre sur une arme lancée. Il se demande si Blood Panther peut gérer cette nouvelle approche alors qu'il réduit la distance pour une attaque directe. Blood Panther répète son rejet antérieur, affirmant que ses faibles poignards ne peuvent même pas pénétrer sa défense. Notre garçon se retire et précise que percer la défense n'a jamais été son intention. Il explique qu'il ne peut pas maintenir à la fois l'attaque et la défense simultanément car la vitesse à laquelle il contrôle ses fils de sang ne peut égaler sa vitesse de réaction. Cette faiblesse s'avérera fatale. Blood Panther crie d'incrédulité alors que Lee l'attaque de multiples directions à une vitesse incroyable. Il trouve ce développement impossible à accepter alors qu'il saigne et s'effondre sur les genoux,
luttant pour comprendre comment il a pu perdre contre quelqu'un de si jeune. Notre garçon se dresse fièrement devant son adversaire vaincu et exige la vérité sur l'accident minier survenu il y a des années. Avec un poignard positionné au-dessus de la tête de Blood Panther, l'homme blessé commence à révéler des informations sur sa mère, mais sa patience s'épuise avant qu'il ne puisse finir. Un coup rapide de l'épée de Lee tranche le bras de Blood Panther, l'envoyant voler tandis que l'homme hurle d'agonie. Il prévient que sa patience a des limites et exige des réponses. Blood Panther révèle que Kushio a tout planifié, et que son père était tombé sur les expériences secrètes de Kui. Et craignant d'être découvert, Kui a fait éliminer les deux parents et a mis en scène l'incident minier pour couvrir l'affaire. Cette révélation lui fait écarquiller les yeux alors qu'il assimile cette vérité choquante. Blood Panther continue, soulignant que maintenant il connaît l'implication du groupe NG et lui demande si cette connaissance l'effraie ou brise sa détermination, et lui conseille de le relâcher. Notre gars l'interrompt immédiatement et s'en va, jurant qu'aucune des personnes responsables du meurtre de ses parents n'échappera à sa vengeance. Plus tard, au siège du groupe NG, Lee se cache et observe silencieusement Kushio alors qu'un subordonné l'escorte jusqu'à sa voiture. Anthropic avertit Lee que malgré sa promotion au rang C, il devrait éviter de chercher la mort inutilement, soulignant qu'il devrait être capable de sentir la présence d'un combattant avancé de rang à proximité. Il reconnaît qu'il connaît Ning Dong-Gao, le président du groupe NG et un combattant avancé de rang A qui voyage également dans la même voiture. Il rassure son ombre en lui disant qu'il n'agirait pas de manière si imprudente au point d'attaquer Kui immédiatement. Lee vole au-dessus de la scène tout en expliquant qu'il ne peut pas faire entièrement confiance aux paroles de Blood Panther sans une enquête plus approfondie. Il doit déterminer si cette affaire impliquant ses parents était une décision personnelle de Kui ou si tout le groupe a participé à la conspiration. Notre garçon espère que Ning n'est pas impliqué, car quel que soit son statut de rang A, les dettes de sang doivent être payées par le sang. Le système affiche son statut actuel qui est de rang C, avec des capacités incluant la base de connaissance de l'ombre, la métamorphose de l'ombre illimitée, les yeux de l'ombre, l'amélioration de l'ombre niveau 2 et la balade de l'ombre. Il suit la voiture tout en restant caché jusqu'à ce qu'elle s'arrête enfin. Il remarque qu'ils sont arrivés à l'entrepôt du gang des Panthères Noires, ce qui l'amène à se demander ce qui amène Kui ici au milieu de la nuit. À l'intérieur de l'entrepôt, Black Panther ordonne à ses subordonnés de tout manipuler avec soin car tous les articles sont des équipements expérimentaux. Pendant que les ouvriers déplacent l'équipement, Kui s'enquiert du statut du vieux mineur Aiwo. Son associé rapporte que Blood Panther a disparu, et que la porte de l'autre monde qu'il a utilisée pour s'infiltrer a également disparu, rendant impossible de confirmer s'il est vivant ou mort. Kui exige une explication pour cette confusion, soulignant que Blood Panther avait le statut de rang C. Son subordonné suggère que Blood Panther a probablement sous-estimé son ennemi, notant que 4 combattants avancés de rang C sont morts durant cet incident. Kui leur ordonne de déplacer rapidement l'équipement pour éviter toute complication due à des retards, soulignant que l'expérience a atteint une étape critique où absolument aucune erreur ne peut se produire. Black Panther demande si l'argent a été préparé comme demandé, ce qu'il confirme. Notre gars reste caché derrière une boîte, surprenant toute la conversation et pensant avec colère que Kushio a vraiment tout manigancé. Sa rage commence à monter, mais soudain, Black Panther sent quelque chose d'inhabituel et se demande qui pourrait bien rôder dans les parages. Lee se déplace rapidement de sa cachette alors que la boîte derrière lui prend feu. Black Panther se demande ce qui s'est passé, pensant que c'était peut-être son imagination, bien qu'il ait clairement ressenti une vague d'intention meurtrière quelques instants plus tôt. Il se dissimule derrière une autre pile de boîtes, réalisant à quel point il a failli être découvert et reconnaissant que sa force de rang C est encore insuffisante. Pendant ce temps, devant l'entreprise du groupe Qin appartenant à Qin Shaoshan, président de la 3e rue de Longmen, Lee se tient à l'extérieur du bâtiment. L'ombre lui demande pourquoi il est venu ici à la première heure au lieu de chercher des missions disponibles. Lee explique qu'il doit trouver le 3e fragment et déterminer la véritable valeur de l'arme. Une réceptionniste s'approche poliment de lui offrant son aide. Lee l'informe qu'il cherche King Xian, et elle répond en lui demandant s'il a pris rendez-vous. Derrière eux, un couple passe, et la fille jette un coup d'œil à Lee avant de s'approcher de lui avec dédain. Elle commente qu'un pauvre mineur comme lui ne peut pas simplement entrer dans cet endroit quand bon lui semble et le critique pour avoir prononcé le nom de la jeune demoiselle aînée si directement. Lee la reconnaît comme étant Su King. Son compagnon, Qin, lui fait remarquer que ce pauvre type empeste l'air et se demande pourquoi personne ne l'a encore mis dehors. Son attitude arrogante irrite Lee qui se demande si cela représente l'hospitalité de la 3e rue. La fille rétorque que l'hospitalité s'applique aux invités, pas aux pauvres types comme lui, ajoutant qu'il n'a même pas les qualifications pour servir de chien de famille à leurs serviteurs. Lee se demande si tous les membres de la famille Qin se comportent avec une telle arrogance et décide qu'il ne sert plus à rien de contacter King Xian. Il annonce son intention de partir, mais elle lui barre le chemin en déclarant qu'il ne peut pas simplement s'en aller. L'homme ordonne à ses gardes de l'estropier, et tous se précipitent vers Lee. Lee active la foulée de l'ombre et repousse tous les gardes avant d'attraper Qin à la gorge et de le soulever. La fille prend peur et avertit Lee de relâcher le jeune maître ou de faire face à la colère de la famille Qin. Lee jette Qin vers elle, expliquant qu'il les épargnera aujourd'hui par égard pour King Xian.
Qin libère son énergie de feu tout en criant avec colère, exigeant de savoir pour qui il se prend. Il charge notre gars par derrière, jurant de le tuer sur le champ. Il jette un regard en arrière, se préparant à contre-attaquer, mais un homme s'interpose et leur ordonne à tous les deux de s'arrêter. Qin Xian apparaît derrière lui, commentant qu'il a un sacré culot de causer des problèmes au groupe Qin. Le jeune maître déclare bruyamment que Li Yi est fini pour avoir osé semer le trouble chez eux, avertissant que sa cousine ne laissera jamais passer ça. La jeune femme ne bronche même pas et dit à ses gardes de le jeter dehors. Il soutient que cette punition est trop légère et suggère de briser les bras et les jambes de Li à la place. À ce moment-là, un subordonné l'attrape par derrière. Il crie, choqué, demandant pourquoi elle attaque sa propre famille. Sa petite amie explique que notre gars a seulement prononcé son nom, et que le jeune maître a cherché la bagarre pour défendre son honneur. Elle met les choses au clair, Li Yi est son ami, et il n'y a rien de mal à ce qu'il l'appelle par son nom. Elle ordonne ensuite que tous les gardes arrogants et sa petite amie soient jetés dehors, s'assurant qu'ils ne seront plus jamais engagés. Alors qu'ils sont traînés au loin, la fille crie désespérément, se disant la petite amie du jeune maître et le suppliant de la défendre puisqu'elle lui a tout donné. Xian se tourne alors vers son cousin et l'avertit de ne pas recommencer. S'il ose à nouveau utiliser le nom de la famille pour faire des siennes, elle ne lui pardonnera pas. Il baisse la tête et acquiesce rapidement. Après cela, elle se tourne vers notre gars, surprise de le voir là, et l'invite à entrer. Elle s'excuse pour les ennuis causés par quelqu'un d'une branche secondaire de sa famille. Li hausse les épaules, disant que chaque famille a des gens comme ça. Elle le fait alors entrer. Un serviteur entre pour l'informer que le président Qin veut la voir. Elle s'excuse auprès de Li Yi et lui demande d'attendre un peu pendant qu'elle s'en occupe. Li Yi accepte et lui dit d'y aller. Elle part avec son subordonné qui ajoute que le président n'a pas donné de raison mais a exigé qu'elle vienne immédiatement. Soudain, une petite explosion retentit et quelqu'un s'avance en demandant qui est Li Yi. Li Yi utilise son œil de l'ombre ultime pour l'analyser et voit que l'homme est un combattant de rang avec deux compétences, l'œil de dissuasion qui provoque la peur et restreint les mouvements, et le tonnerre furieux, qui augmente la puissance de la foudre et les statistiques ennemies. Li Yi réalise que cet adversaire est dangereux. Il reste respectueux, disant qu'il doit y avoir une erreur car il n'est qu'un mineur, mais il trouve l'attaque mentale répugnante, et son amélioration de l'ombre est inefficace contre elle. L'homme a l'air choqué lorsque son œil de dissuasion ne parvient pas à effrayer Li Yi. Doutant qu'il ne soit qu'un mineur, l'homme libère une rafale de puissance droit sur lui. Le coup porte, mais Li Yi ne bronche même pas. L'homme le regarde, incrédule, réalisant que seule une personne de rang B au minimum pourrait supporter cela. Il exige que Li Yi admette sa vraie raison de se faire passer pour un mineur et d'essayer de se rapprocher de Xian. C'est alors que Xian arrive, attrape l'oreille de l'homme et l'appelle par son nom. Elle le gronde pour avoir intimidé son ami et l'entraîne au loin. Qin Shaoshan adoucit sa voix, lui disant de respecter son père devant les invités. Elle réplique qu'un homme sans dignité ne mérite pas le respect et lui ordonne de laisser son ami tranquille. Li Yi réalise que ce doit être Qin Shaoshan, le responsable de la 3e rue de Longmen. Elle se retourne vers notre garçon et s'excuse, admettant qu'il se méfie toujours des gens qui approchent sa fille. Il répond calmement qu'il est normal qu'un père s'inquiète pour son enfant. Xian l'invite alors à rentrer. Elle note qu'il semble bien connaître son père, et Li Yi dit que c'est difficile de faire autrement. Par la fenêtre, Qin Shaoshan les observe, convaincu que le garçon s'intéresse à sa fille. L'ayant eu sur le tard, il refuse de laisser quiconque la lui enlever. Ses pensées lui échappent à voix haute, ce qui frustre Xian au point de lui dire de partir. Plus tard, il est assis avec Xian de l'autre côté de la table. Elle lui tend une carte avec 5 millions dessus, expliquant que le matériau de la grande épée était spécial, donc le client décidera du prix final après expertise. Li dit que c'est bon, mais ajoute qu'il est en fait venu pour autre chose. Il lui montre un fragment et lui demande si elle sait où en trouver d'autres comme celui-ci. Elle l'étudie et explique que ces étranges fragments d'une autre dimension étaient autrefois courants, mais que quelqu'un les a tous rachetés ces dernières années, les rendant rares. Elle lui suggère de vérifier à la vente aux enchères de la 3e rue de Longmen où il pourrait en trouver un. Notre gars la remercie. Anthropique lui murmure, se demandant si cela a un lien avec les gens qui l'ont rencontré auparavant, quelqu'un collectionne les fragments. Ailleurs, un subordonné fait un rapport à son supérieur sur Li Yi, indiquant que le mineur de 20 ans n'a été classé comme ascendant de rang E qu'il y a quelques jours. Aucune énergie spéciale n'a pu être détectée dans son corps, il a donc toujours été traité comme quelqu'un d'ordinaire. L'homme, le président Qin, écoute et pense à voix haute que passer du rang E au rang C en si peu de temps est suspect. Soit il a caché sa force depuis le début, soit quelque chose d'inhabituel s'est produit récemment. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, son téléphone sonne. Il répond, reconnaissant une vieille connaissance. L'interlocuteur, Huo, ne perd pas de temps et demande s'il reste encore des grandes épées que sa fille a envoyées autrefois. Le président admet qu'il n'est pas sûr et se demande quelle est l'urgence. Huo le presse de vérifier rapidement, promettant de prendre tout ce qui est disponible. Le président glousse, soulignant que pour qu'un vieux renard comme lui montre un tel intérêt, il doit y avoir une raison plus profonde. Huo ne donne pas de détails, révélant seulement que le matériau de l'épée pourrait augmenter la force globale de leur armée. Cette pensée persiste dans son esprit. La force de Li Yi est déroutante, son passé est flou,
et même les armes qu'il produit semblent extraordinaires. Rien chez lui n'est facile à cerner. Pendant ce temps, ailleurs, lui-même est perdu dans ses pensées. Entouré de biens et de matériaux, il soupçonne que des fragments cachés pourraient se trouver parmi eux. Pendant qu'il réfléchit, le même couple agaçant à proximité attire son attention. Son ex-Avid qui travaillait autrefois pour Chintan s'accroche à nouveau à Zuo. Elle lui explique qu'elle n'a plus rien à voir avec Chintan, ayant même quitté son emploi à la corporation Qin pour l'éviter. Zuo la serre contre lui, déclarant qu'il prendra soin d'elle à partir de maintenant. Elle fond dans ses bras, le louant d'être si bon avec elle. Zuo la remercie avec un sourire fier, mais son regard se porte sur notre mineur, une lueur d'irritation traversant son visage. Il se demande si Blood Panther n'est toujours pas passé à l'action. Zuo s'avance, demandant comment un simple mineur a réussi à s'introduire à l'intérieur. Il lui rappelle leur rencontre précédente où il l'a giflé sans effort. Libérant une vague de pression, Zuo l'avertit de garder ses distances. La tension monte jusqu'à l'arrivée de frère Bao. Il se moque de Zuo, le qualifiant de honte pour le gang des Black Panthers, puis tourne son attention vers notre garçon. Il déclare que gifler son subordonné équivaut à insulter tout le gang. Avec une main lourde sur son épaule, Bao lui ordonne de s'agenouiller et de s'excuser, sa force fissurant le sol sous lui. Il ne bronche pas et répond que s'agenouiller n'arrivera que dans les rêves de Bao. Les yeux de Bao se plissent de surprise, admettant qu'il ne s'attendait pas à une telle ténacité de sa part. Zuo gronde de frustration, le traitant de mineur sans valeur qui ne connaît pas sa place. C'est alors que Xian arrive avec son subordonné. Elle s'avance, rappelant au gang que c'est la 3e rue de la Porte du Dragon. S'ils sont ici pour dépenser de l'argent, ils sont les bienvenus. Mais s'ils viennent pour semer le trouble, elle ne le tolérera pas. Ces mots font reconsidérer Bao. Il recule, décidant de laisser l'affaire pour le moment et ordonne à ses hommes de se diriger vers la vente aux enchères. Une fois les choses calmées, Xian lui demande s'il va bien, et il l'assure que tout va bien. Bao, en partant, marmonne confusément sur son passé et se demande comment il a atterri dans son cercle. Zuo, toujours amer, révèle que ce mineur est celui qui a volé l'épée précieuse qui lui était destinée et a même osé se vanter d'anéantir le gang des Black Panthers. Bao l'attrape par le col, exigeant de savoir si c'est vrai. Zuo insiste que oui. À ce moment-là, Kui arrive, demandant ce qui s'est passé. Bao explique que ce même garçon a été pris pour cible par Blood Panther la dernière fois, et pourtant il est toujours en vie. Il le pointe directement du doigt, soulevant la possibilité qu'il soit celui qui a tué Blood Panther. Zuo rejette rapidement l'idée, arguant qu'un gringalet de rang ne pourrait jamais vaincre leur commandant en second. Pendant ce temps, notre gars étudie attentivement Kui, tandis que ce dernier l'observe également, se rappelant que ce visage ressemble à celui du garçon faible qu'il a connu autrefois et se demandant comment un tel freluquet a pu se retrouver mêlé à Teke. Notre garçon lui demande pourquoi elle est là, et elle explique que son père a soudainement exigé de la voir. Elle l'assure également que rien ne se passera tant qu'elle sera là. Kui les remarque et admet qu'il ne s'attendait pas à tomber sur notre garçon ici. Il passe son chemin, ignorant l'attention et expliquant qu'il n'est qu'un mineur forcé de travailler dans les mines pour payer une dette, et qu'il ne pourrait donc jamais se mêler aux gens de haut niveau du groupe NG. Kui avoue que la décision concernant le cas des parents venait d'Eno, qu'il voulait aider mais n'avait aucun pouvoir, et que ces mots ne signifiaient rien. Notre gars écoute l'homme essayer de se décharger de toute responsabilité. Il l'avertit également qu'il connaît la vérité, grâce aux révélations de l'oncle Lao. Bao s'interpose, insistant sur le fait qu'il a besoin d'une leçon. Mais Kui l'arrête, soulignant que ce secteur appartient à Qin Shaoshan et qu'un affrontement public serait imprudent. Pourtant, il n'en reste pas moins qu'il a dépassé les bornes et que quelqu'un doit s'occuper de lui discrètement. Bao passe à l'action, promettant de s'en occuper immédiatement avec un sourire dangereux. Pendant ce temps, elle les mène rencontrer son père avant le début de la vente aux enchères. L'annonce de la soirée résonne dans la salle, et elle lui dit de parler avec l'aîné pendant qu'elle surveille la vente aux enchères et lui fera signe si ce qu'il veut apparaît. Il la remercie et s'avance, gardant un œil sur la foule. À l'intérieur, le président évoque l'arme qu'il a commandée la dernière fois et demande s'il y en a d'autres. Il offre une grosse somme pour tout regrouper. Notre garçon pense que le président semble vouloir spécifiquement cette arme du clan Anthropique, ce qui explique son empressement. Il décide également de garder une petite réserve, sachant qu'exhiber trop de pièces rares attirerait une attention dangereuse et ferait chuter le prix. Discrètement, il mentionne qu'il en a trouvé une par hasard et qu'il en a 2 autres en stock. Les enchères commencent sur plusieurs lots. Le commissaire-priseur énumère les numéros d'articles et les prix de départ, et la salle bourdonne d'offres. Le cœur de notre garçon s'emballe lorsqu'un fragment apparaît sur la plateforme, preuve que ces étranges pièces d'un autre monde sont vraiment là. Il vérifie ses fonds et compte environ 70 millions, comptant là-dessus pour remporter le lot. Les premières enchères montent lentement jusqu'à ce qu'un arrive en fasse grimper le prix. Notre garçon lance 30 millions, visant à tâter le terrain, mais un autre acheteur s'aligne instantanément. Les chefs de gang murmurent et pointent du doigt, reconnaissant le challenger comme une source de problème. L'un d'eux balance une offre plus élevée, et la pièce se crispe. Le nôtre répond avec 60 millions, essayant de forcer la main et d'effrayer les autres. Shaoshan fronce les sourcils et l'avertit que le prix devient déraisonnable,
lui disant de ne pas gaspiller l'argent si vite gagné et que quelqu'un fait clairement monter la valeur exprès pour écraser ses rivaux. Notre garçon est agacé par la ruse et pense aux deux grands camps qui pourraient être le groupe Qin et le groupe NG, essayant de deviner quel côté a les poches les plus profondes. Le président Qin Shaochang confirme que c'est son établissement, mais demande pourquoi il devrait fournir une quelconque aide. Pendant ce temps, l'acheteur numéro 2 place une enchère de 70 millions, et Cui observe depuis sa position. Li répond en pointant ses armes d'un seul doigt, les faisant se matérialiser. Qin Shaochang accepte d'acheter les deux articles au prix précédent, mais prévient que la petite somme d'argent que Li possède ne suffira pas à conclure leur transaction. Le président reçoit l'assurance que puisque Li a osé faire cette affirmation, il peut naturellement produire la quantité correspondante nécessaire. Cela amène Qin à se demander si ce jeune homme possède bien plus d'armes qu'il n'y paraissait au départ. Alors que l'enchère de 70 millions se poursuit, Xian attrape l'oreille de son père et le gronde d'être si têtu pour une si petite somme d'argent. Elle promet de le rembourser si Li ne peut pas produire ce qu'il prétend, et son père accepte à contre-cœur ses conditions. L'enchère de 70 millions est sur le point de se terminer quand Xian tire Li en avant, l'exhortant à se dépêcher avant que cette mauvaise personne ne s'empare de l'objet. Li se dit qu'il ne comprend vraiment pas le monde des super riches, où plus de 100 millions ne représentent qu'un peu d'argent de poche. Il lève sa pancarte et annonce 100 millions. L'acheteur numéro 9 a maintenant enchéri 100 millions quand Cui contre soudainement avec 200 millions, pensant que ce fragment a une grande valeur pour le projet secret de leur groupe et qu'il doit l'acquérir à tout prix. Les enchères s'envolent rapidement. 3 cents,000,000, 4 cents,000,000, 5 cents,000,000. Le public commence à s'agiter d'excitation, se demandant si ces deux enchérisseurs ont perdu la tête. Les gens se demandent si ce fragment a vraiment une valeur aussi énorme. Une fille suggère que ces deux gros dépensiers ne font que s'affronter, et que leur conflit n'a rien à voir avec la valeur réelle du fragment. Bao informe Cui que notre gars travaille clairement contre eux, mais Cui écarte cette préoccupation, affirmant qu'il n'a pas les qualifications pour constituer une menace réelle. Il place alors une enchère choquante de 1 milliard, laissant tout le monde dans la salle des ventes s'abasourdi. Xian déclare que Cui les provoque, tandis que Li sent que quelque chose cloche. D'après la personnalité de Cui, il ne gaspillerait jamais autant d'argent sur un coup de tête, à moins que quelque chose de très important ne soit en jeu. Qin Shaochang s'approche par derrière et avertit Li de bien réfléchir. L'enchère a déjà atteint 1 milliard, et il doit se demander s'il peut vraiment produire autant d'armes. Xian rappelle à son père qu'elle a déjà promis de couvrir tout montant manquant et le supplie de ne pas être un tel rabat-joie. Elle encourage ensuite Li à enchérir rapidement et à ne pas laisser ce scélérat obtenir ce qu'il veut. Elle place une enchère de 2 milliards, laissant tout le monde en état de choc complet. Le commissaire-priseur annonce que l'acheteur numéro 9 a enchéri 2 milliards, et Bao jure, se demandant où ce gamin a trouvé autant d'argent. Cui réalise que ce doit être l'influence de Qin Shaochang. Sinon, où Li aurait-il trouvé 2 milliards? La commissaire-priseur appelle pour la troisième et dernière fois, déclarant l'enchère terminée et félicitant l'acheteur numéro 9 pour avoir remporté le fragment inconnu. Xian félicite Li qui se demande si elle a besoin d'être aussi excitée par cette victoire. Elle répond qu'elle adore simplement voir les méchants se faire humilier. Qin Shaochang commente qu'ils ont eu une guerre d'enchères assez divertissante, mais qu'après déduction du montant précédent, Li doit encore produire plus de 70 armes supplémentaires pour couvrir la valeur restante. Il se demande si Li peut vraiment générer le nombre d'articles correspondant nécessaires. Li explique que les choses deviennent précieuses quand elles sont rares, mais quand il y en a trop, le prix ne peut naturellement pas être calculé selon la norme précédente. Il claque des doigts, faisant apparaître des centaines d'armes autour d'eux. Il souligne que plus de 100 armes devraient facilement couvrir le coût de 2 milliards. Qin Shaochang reconnaît que Li est un jeune homme direct pensant que son tempérament et sa force sont tous deux excellents. Il réfléchit à quel point il serait bénéfique que cette personne puisse travailler pour lui. Xian dit à Li de l'appeler la prochaine fois que quelque chose d'aussi amusant se produira. Pendant ce temps, Qin Shaochang pense qu'il serait préférable que Li ne s'implique pas avec sa fille. S'il reste indompté et lui vole sa précieuse fille, ce serait problématique. Il dit à Xian de rentrer à la maison avec lui, informant Li qu'il peut aller chercher directement l'objet qu'il a acheté. Li remercie le président pour son aide. Avant de partir, Qin Shaochang offre quelques conseils à Li. Bien qu'il possède des méthodes que les autres ignorent, le groupe NG ne doit pas non plus être sous-estimé. Ce n'est pas quelque chose que notre garçon peut gérer seul, et il devient parfois nécessaire de former des alliances avec des partenaires partageant les mêmes objectifs. Si Li est intéressé par une telle coopération, il peut le contacter plus tard. À ce moment-là, Bao reçoit un appel téléphonique et confirme qu'il comprend la situation. Il informe Cui que le président et sa fille sont déjà partis, et que la personne qui récupérera le fragment sera notre gars. Il commence à suggérer un plan, mais Cui l'interrompt, déclarant qu'ils passeront à l'action après que Li aura quitté la 3e rue de Longmen pour éviter la sphère d'influence de la zone. Il souligne qu'ils ne peuvent plus se permettre de faire d'erreurs. Bao le rassure en lui disant que cette fois, il amène Zhuo et 3 experts de rang C, garantissant que l'opération n'échouera pas. En rentrant chez lui, notre garçon réalise quelque chose d'important.
Jin Kaozan a clairement recueilli des informations sur lui. Ce dernier commentaire lors de leur conversation était de toute évidence destiné à l'attirer dans une alliance. Cela ne le dérange pas de travailler ensemble, car il ne sera lié par aucun accord formel. Anthropic flotte à côté de lui, mentionnant que le président détient actuellement un statut de rang A. Il explique qu'avec suffisamment de fragments, atteindre le rang S devient tout à fait réalisable. Li lui lance un regard dubitatif, ce qui met Anthropic sur la défensive quant à son affirmation. Li répond qu'il le croit, mais qu'il doit trouver un bon endroit pour l'épreuve. Au fond de lui, il pense différemment. Les chasseurs de ce rang ne sont pas du tout courants. Il n'en existe que 9 dans le monde entier. En devenir un requiert un effort et un talent exceptionnel. Il garde ses pensées pour lui afin d'éviter d'énerver Anthropic. À cet instant, un fort crépitement attire son attention. En se retournant, notre garçon découvre son immeuble d'appartement en proie aux flammes. Les gens se précipitent dehors en criant et en courant pour se mettre à l'abri. Son téléphone vibre immédiatement. L'interlocuteur l'informe avoir reçu une information concernant le gang des Panthères Noires qui planifie une attaque. Il jette un œil à l'immeuble en feu et mentionne que l'attaque a déjà commencé. La personne lui suggère de se cacher en attendant les renforts, mais il décline l'offre avec assurance. Zuo apparaît avec plusieurs membres du gang, exigeant que notre gars s'agenouille et implore sa pitié. Il menace de n'épargner la vie sans valeur de Li que s'il obéit. Au lieu de se recroqueviller, il libère sa puissante aura, faisant vibrer l'air autour d'eux. Il se moque de Zhu pour avoir envoyé un si petit groupe pour l'affronter. Zhu se vante d'avoir 3 véritables combattants de rang C, tout en qualifiant Li de simple mineur de rang E. Cela le fait sourire narquoisement alors qu'il se demande pourquoi Panthère de Sang n'a pas réussi à l'éliminer s'il est vraiment si faible. Un subordonné se demande si Li ne cacherait pas sa véritable force, mais Zuo écarte cette inquiétude. Il insiste sur le fait que Li n'est qu'un simple mineur sans aucune expérience du combat. Croyant à cette évaluation, un membre du gang charge imprudemment. L'assaillant balance son arme avec confiance, s'attendant à une victoire facile contre quelqu'un sans capacité de combat. Cependant, il disparaît de sa position initiale juste au moment où le coup s'abat. L'arme frappe le sol vide à la place, laissant tout le monde stupéfait. Li réapparaît derrière l'attaquant confus et le tranche avec son épée. Il confirme nonchalamment l'évaluation de Zuo sur le fait d'être un mineur, mais ses actions racontent une histoire différente. Les membres du gang sont figés par le choc, incapables de comprendre comment ou quand Li a bougé. La peur se glisse dans la voix de Zuo alors qu'il ordonne à ses hommes restants d'attaquer ensemble. Il abat rapidement les 2 assaillants avant d'attraper Zuo à la gorge. Il demande pourquoi un gangster coriace comme Zuo semble terrifié par un simple mineur. Zuo se débat désespérément, suppliant d'être relâché pendant que Li resserre sa prise. Puisque Zuo aime tant jouer avec le feu, Li décide de lui donner exactement ce qu'il veut. Il projette le chef de gang dans l'immeuble en flammes. Alors que Zuo s'écrase à travers les flammes, il crie des menaces à propos du président Kui et de frères Panthère qui chercheront à se venger. Le feu se propage rapidement sur ses vêtements tandis qu'il hurle de douleur. Li promet calmement d'envoyer ces deux-là rejoindre Zuo très bientôt. Xian se précipite pour vérifier s'il a été blessé pendant le combat. Il balaie son inquiétude d'un revers de main, expliquant que s'occuper de tel laquais ne demandait qu'un effort minimal. Elle l'interroge sur ses prochains plans, et il confirme son intention de riposter puisqu'ils ont fait le premier pas. Xian lui propose son aide, ce qui surprend Li. Quand il l'interroge sur sa motivation, elle explique son agacement de longue date envers le gang des Panthères Noires. Leur attaque contre son ami a dépassé les bornes, d'autant plus que Li représente l'une de ses rares amitiés proches. Ses joues ont légèrement rougi en faisant cette confession. Li accepte volontiers son amitié et son partenariat. Ensemble, ils décident de cibler d'abord le gang des Panthères Noires avant de s'attaquer à de plus grandes menaces. Xian le conduit vers une maison, expliquant que l'endroit reste vide la plupart du temps et qu'il peut choisir la chambre qu'il veut. Il désigne immédiatement une chambre, mais elle l'empêche rapidement d'entrer dans cet espace particulier. La chambre s'avère être remplie d'accessoires et de décorations féminines, créant un sacré désordre. Il commente à quel point tout a l'air féminin, bien qu'il admette que l'endroit semble étonnamment paisible. Elle mentionne à quel point il semble étrange que quelqu'un comme lui trouve de telles choses attrayantes, surtout compte tenu de son statut d'héritière de la corporation Qin. Il répond qu'avoir de tels objets semble tout à fait normal pour n'importe quelle fille. Son commentaire suivant la prend au dépourvu. Il lui dit qu'elle est beaucoup plus séduisante lorsqu'elle abandonne son attitude habituellement froide et distante. Le mot mignonne résonne dans son esprit, car personne ne l'a jamais décrite ainsi auparavant. Xian tente de s'approcher de lui par derrière, mais il attrape nonchalamment son bras tout en continuant de glousser. Quand elle mentionne avoir faim tout en utilisant une sorte de capacité, il fait apparaître divers ingrédients de nulle part et lui dit que ses provisions d'urgence devront suffire pour le moment. Sa curiosité atteint son paroxysme alors qu'elle se demande d'où viennent ces objets, se rappelant comment il avait de même fait apparaître une arme lors de la vente aux enchères. Il déclare simplement qu'il connaît la magie, ce qui la pousse à demander avec enthousiasme des leçons. Cependant, il suggère qu'elle devrait d'abord rentrer chez elle, bien qu'elle se demande ce qui pourrait ne pas aller. Pendant ce temps, à l'extérieur de la maison, son père les regarde avec colère. Il se demande quel genre de sort ce jeune homme a jeté sur sa précieuse fille, vu la rapidité avec laquelle leur relation s'est développée.
Le fait que sa fille loge maintenant dans un endroit où même lui ne peut entrer le perturbe grandement. Il remarque qu'elle n'a jamais bavardé aussi joyeusement avec lui dernièrement, et l'idée d'un homme et d'une femme seuls ensemble la nuit crée une atmosphère inconfortable dans son esprit. Notre garçon sent la colère grandissante du père et l'avertit que son papa pourrait réellement lui faire du mal si elle ne rentre pas bientôt. Plus tard dans la soirée, de retour à la maison, il explique que l'endroit se trouve sur le territoire de la 3e rue de la Porte du Dragon, garantissant leur sécurité contre les visiteurs indésirables. Il sort 3 fragments, un d'un minotaure de lave, un autre d'une panthère de sang, et un 3e d'une vente aux enchères. Alors qu'il se prépare à commencer quelque chose d'important, il avoue sa curiosité quant au lien entre ces fragments et les portails dimensionnels qui apparaissent comme de nulle part. Anthropique apporte une clarification, expliquant que les 3 fragments ne représentent que de petits morceaux de la porte de la prison alternative. Tous les portails dimensionnels de leur monde sont connectés à des fragments de cette porte. Alors qu'ils entrent ensemble dans le portail, notre garçon s'interroge sur la véritable nature des dimensions alternatives. En arrivant de l'autre côté, Anthropique explique que ces créatures sont des prisonniers, précisant que ce que les gens appellent une dimension alternative fonctionne en réalité comme une immense prison interdimensionnelle. Le concept d'emprisonnement déroute notre garçon, le poussant à demander plus de détails. Anthropique promet que terminer les épreuves à venir lui révélera naturellement les réponses qu'il cherche. Une tour massive se dresse devant eux, que Anthropique présente fièrement comme la tour qui touche le ciel, à la fois son plus grand chef-d'œuvre et le terrain d'épreuve du jeune homme. Notre garçon étudie l'apparence étrange de la structure, notant comment le visage tordu des Anthropiques correspond à l'esthétique troublante de la tour. De grands tubes recouvrant le bâtiment semblent être faits du même matériau que certaines armes, ce qui l'amène à se demander si Shaoshan pourrait être intéressé par l'achat de tels objets. Anthropique peine à contenir sa frustration, pensant que son âme pourrait se disperser si la colère le submergeait, ne laissant personne se soucier de son sort. Interrogé sur les exigences de l'épreuve, il explique que la tour qui touche le ciel contient 6 étages au total. Compte tenu de son niveau de force actuel, même vaincre la vouivre de l'ombre au premier étage serait impressionnant. Notre garçon aperçoit la créature et se demande si ce petit être aux allures de dragon représente vraiment la redoutable vouivre de l'ombre. Pour lui, cela ressemble plus à un gecko qu'à un puissant dragon. Il tend nonchalamment la main vers la minuscule créature, commentant qu'attaquer quelque chose d'aussi petit revient à intimider les faibles. Anthropique l'encourage à continuer de rire, l'avertissant que son amusement ne durera pas bien longtemps. Notre garçon qualifie la créature de petite mignonne tout en la regardant droit dans les yeux. Soudain, une puissante explosion se produit, le surprenant complètement. La minuscule créature atteint soudainement des proportions massives sous leurs yeux. Le système affiche ces informations, une vouivre de l'ombre de rance et avec des capacités d'amélioration de l'ombre qui augmentent sa taille, sa vitesse et sa force de 600%. Liyue réalise que cette amélioration triple ses propres capacités d'ombre, bien qu'il note que sa version semble être une pâle imitation. Anthropique explique que sa constitution est inférieure aux capacités naturelles de son animal de compagnie. Lorsque le dragon s'approche de notre garçon, il refuse d'accepter cette prétendue infériorité. Il bondit vers le haut, soulignant que les corps plus grands créent plus d'angles morts que les adversaires peuvent exploiter. Fonçant vers la créature, il se positionne juste en face d'elle et découvre que l'amélioration de l'ombre crée des capacités défensives incroyablement fortes. Anthropique se demande s'il retient sa véritable puissance, suggérant que ses faibles attaques ne font que chatouiller la bête au lieu de causer des dégâts. Liyue active sa propre technique d'amélioration de l'ombre, mais Anthropique l'avertit que s'il ne parvient pas à dompter cette créature, il ne pourra pas dépasser le premier étage. Malgré d'innombrables coups portés contre la vouivre, ces attaques la laissent complètement indemne. Anthropique observe que son utilisation de l'amélioration de l'ombre montre un raffinement impressionnant et décide d'augmenter le niveau de difficulté. Il informe le dragon qu'il doit avoir faim et suggère que Liyue pourrait faire un repas savoureux. Le dragon ouvre ses mâchoires massives et se dirige vers lui d'un air menaçant. Liyue comprend à peine ce qui se passe mais esquive rapidement les dents qui claquent. Il se demande si l'animal a reçu les vaccins appropriés, notant son apparence enragée. Anthropique explique que ces mouvements vigoureux l'ont probablement fait paraître comme une proie appétissante pour reconstituer l'énergie de la créature. Frustré par ces tactiques déloyales, Liyue se plaint que les combats devraient impliquer des compétences de combat plutôt que des tentatives de dévorer les adversaires. Puisque la créature semble si affamée, il décide d'essayer une approche différente et sort plusieurs pilons de poulet de son inventaire. Il annonce sa technique ultime tout en lançant la nourriture vers le dragon confus. La bête attrape instinctivement un pilon dans sa gueule, lui donnant l'ouverture dont il a besoin. Il canalise son énergie dans la nourriture, et le dragon l'avale entièrement. Le système confirme l'apprivoisement réussi de la vouivre de l'ombre et débloque les droits d'accès pour le premier étage. Anthropique marmonne à propos de la faiblesse prévisible du glouton pour la nourriture alors que le dragon retrouve sa taille normale après avoir consommé le pilon. Une autre notification du système apparaît, indiquant que l'autorité de liaison et d'activation pour la porte de la prison alternative a été obtenue. Le jeune homme confus se demande à quoi servent réellement ces nouvelles autorités. Anthropique explique qu'après avoir été infusé d'énergie, chaque fragment se transforme en un portail connecté à la prison alternative.
Cela signifie que lier un fragment de la dimension alternative lui permet d'ouvrir des portails quand il le souhaite. Excité d'acquérir des capacités si utiles dès le premier étage, il spécule que les récompenses des 5 étages restants doivent être encore plus précieuses. Anthropique est agacé par son attitude arrogante après avoir terminé le premier étage par la ruse plutôt que par la force. Décidant de lui donner une leçon d'humilité, Anthropique les transporte au deuxième étage où les gardes ne sont que des intendants et des serviteurs de la tour qui touchent le ciel. Lily sent quelque chose de suspect dans cette explication et s'inquiète de rencontrer une autre créature qui se transforme. Un portail les transporte vers le haut tandis que Lily note que l'animal du premier étage est déjà classé niveau C, ce qui signifie que le deuxième étage ne sera certainement pas simple. Anthropique le met au défi de regarder avant de prendre des décisions, et ils arrivent devant une porte massive. Affirmant que la zone ne présente aucun danger réel, Anthropique regarde Lily ouvrir la porte. Cependant, de multiples créatures puissantes les attendent à l'intérieur. Un roi serpent du tonnerre de rang C, une hydrotortue de rang C, et un minotaure de lave de rang C. Lily commente sarcastiquement en voyant cette collection de serviteurs prétendument inoffensifs. Les créatures massives se préparent à lancer leur assaut alors que Lily réalise que l'entrée s'est scellée derrière eux. Le serpent se jette sur lui avec une intention mortelle, ouvrant ses énormes mâchoires tout en déclarant sa mission d'éliminer l'intrus. Il active rapidement la passe ombre suivie de l'amélioration de l'ombre, utilisant l'incroyable boost de vitesse pour passer devant tous les monstres d'un seul mouvement fluide. Il atteint une porte à l'autre bout et la claque avec une force prodigieuse, respirant lourdement alors qu'il confronte Anthropique à propos de sa tromperie. Anthropique insiste sur le fait qu'il n'a jamais menti sur le fait que les créatures étaient des serviteurs, bien qu'il admette que les capacités de Lily restent plutôt faibles pour les gérer efficacement. Quand il exige de savoir à quoi peut bien servir un minotaure de l'avant-fusion, Anthropique explique calmement qu'il fournit le chauffage pour l'installation. Notre garçon poursuit son interrogatoire sur le serpent roi du tonnerre, apprenant qu'il génère de l'électricité pour les besoins énergétiques. L'hydrotortue s'occupe apparemment du nettoyage des sols, tandis que les créatures des enfers gèrent diverses corvées et tâches de levage lourd dans la tour. Le système les alerte soudainement de l'approche d'une forme de vie de rang A, identifiant les arrivants comme étant Xian et son père. Lily se demande pourquoi il viendrait à un moment si inopportun, bien que les circonstances les forcent tous à se retrouver dans une salle de réunion pour discuter. Xiaoshan mentionne avoir entendu parler de l'intention de Lily d'affronter directement le gang des Panthères Noires. Lily confirme ce plan, expliquant que puisque Panthère de Sang a déjà commencé à le cibler, prendre l'offensive s'avère plus efficace que de rester sur la défensive. Xiaoshan souligne que le gang des Panthères Noires a provoqué la 3e rue de la Porte du Dragon à plusieurs reprises, mais qu'il s'est abstenu de riposter pour des raisons stratégiques spécifiques. Il demande si Lily comprend l'équilibre délicat qui l'empêche d'agir immédiatement. Notre gars identifie correctement la peur de perturber la structure de pouvoir actuelle comme la principale préoccupation. Xiaoshan confirme cette évaluation, expliquant que Eshan fonctionne sous un équilibre à 3 entre les puissances majeures. Wu Tianqiu contrôle l'appareil politique de la ville en tant que seigneur de la cité, tandis que le groupe NG de Ningdong Gao domine le secteur économique. Xiaoshan lui-même possède une influence significative dans les sphères politiques et économiques, bien qu'il se classe 2e derrière les 2 autres dans leurs domaines respectifs. Bien qu'il méprise les années d'intimidation des marchands et de saisie forcée par le gang des Panthères Noires, il ne peut pas agir directement contre eux sans risquer de graves conséquences. 2 possibilités dangereuses empêchent son implication directe. Premièrement, attaquer le gang des Panthères Noires pourrait forcer Ning et Wu Tianqiu à s'allier contre lui. Deuxièmement, Ning et lui-même pourraient subir de lourdes pertes pendant le conflit, permettant à Wu Tianqiu de prendre le contrôle total de Eshan. Lily se demande si cela signifie que le président Xiaoshan refuse d'impliquer la famille Qin dans le conflit. Cependant, Xiaoshan répond avec un sourire entendu, proposant que Lily et Xian forment une nouvelle faction spécifiquement pour gérer la situation du gang des Panthères Noires. Comprenant les implications, Lily reconnaît cela comme une tentative de déclencher une guerre par procuration en les utilisant comme agents. Xiaoshan loue sa vivacité des prix et expose l'arrangement. Il fournira à la fois le financement et la main-d'œuvre, tandis que Lily et Xian mèneront les opérations réelles. Cette approche empêche les 2 autres puissances majeures de réagir de manière irrationnelle à une implication directe de la famille Qin. Même si le plan échoue complètement, Xiaoshan peut toujours servir de médiateur et assurer leur sécurité grâce à ses relations politiques. Lily exprime son étonnement devant la rapidité avec laquelle le président Xiaoshan a conçu une stratégie aussi complète en une seule soirée. Pendant ce temps, les pensées internes de Xiaoshan révèlent sa frustration face à la situation, se demandant quel genre de sort Lily a jeté sur sa fille. Son père déplore en silence que l'insistance de sa fille à s'occuper du gang des Panthères Noires aux côtés de Lily lui a forcé la main dans cette affaire. Il calcule mentalement les coûts, fournir de l'argent et des ressources tout en risquant que sa fille s'enfuit avec ce jeune homme représente une perte totale de son point de vue. Son monologue intérieur envisage même d'envoyer Xian au loin et de faire ligoter et jeter Lily quelque part loin de la ville. Lily remarque à quel point les pensées internes du président se lisent sur son visage, rendant la situation quelque peu gênante. Xian intervient pour faire avancer la conversation, interrogeant Lily sur ses prochaines actions prévues.
Il explique son intention d'accepter des missions impliquant chaque portail dimensionnel publiquement accessible à Eschan, ayant besoin de visiter chaque emplacement personnellement. Xian accepte de prendre les dispositions nécessaires pour ses affectations de mission. Les pensées de Lyi s'assombrissent alors qu'il contemple comment la liaison avec ces fragments annoncera le début de la fin pour le gang des Panthères Noires, marquant leur sale quart d'heure. Xian emmène Lyi rencontrer ses combattants. Elle fait un signe à la foule et lui dit que ses membres ont passé des tests difficiles. Maintenant, ils appartiennent au gang de l'ombre et suivent ses ordres. Les chefs s'inclinent pour les saluer tous les deux. Xian partage que le choix des noms a pris une éternité, alors elle a choisi le gang de l'ombre à cause de ses pouvoirs. Lyi confirme qu'il approuve ce choix. Il regarde les chefs et voit qu'ils sont tous des combattants de niveau C. Une telle équipe détient une réelle force. Lyi remarque que tout le monde se couvre le visage. Il s'interroge sur ce choix. Xian clarifie que les visages cachés empêchent les ennemis de trouver leur famille. Elle ajoute que les masques sont jolis aussi. Lyi demande leur plan de bataille. Xian déclare qu'ils vont prendre le travail du gang des Panthères Noires. Chaque travail bien rémunéré est maintenant à eux. Lyi doute qu'ils puissent terminer autant de travail. Xian calme ses inquiétudes en promettant qu'ils ne choisiront que les tâches rentables, car d'autres plans existent pour les missions restantes. Pendant ce temps, Bao est furieux quand son employé lui apporte de mauvaises nouvelles. Les documents volent partout alors qu'il les jette. Il hurle que le gang de l'ombre leur prend leurs affaires. Bao ordonne une vengeance rapide sur ces nouveaux venus. Son employé admet leur défaite face à eux. Bao attrape le col de sa chemise. L'homme effrayé révèle que le gang de l'ombre amène 5 à 6 guerriers d'élite de niveau maire à chaque fois. Le gang de la Panthère Noire a trop peu de membres de niveau maire. Bao jure en se demandant d'où vient cette équipe. Il laisse tomber l'ouvrier et lui ordonne d'acheter des laissez-passer d'expédition. Le coût n'a aucune importance si leur équipe participe à ces expéditions. Son ouvrier lui rapporte que des acheteurs inconnus ont déjà réservé les futures places d'expédition. La fureur de Bao atteint son paroxysme. Il prévient qu'une terrible punition les attend si cette chance de s'enrichir disparaît. L'ouvrier s'enfuit en promettant la victoire. À ce moment-là, Lyi et Xian se détendent dans leur base en parlant des résultats. Xian termine son appel et informe Lyi que le gang de la Panthère Noire a dépensé beaucoup d'argent pour des laissez-passer d'expédition. Lyi l'avait prédit, car il n'abandonnait jamais les opportunités saisonnières rentables. Xian a besoin de plus de détails. Lyi décrit les secrets du secteur minier. Les patrons de mines et les contremaîtres volent du minerai de valeur et des matériaux rares tout au long de la saison. Ils utilisent les calendriers de réparation pour déplacer et échanger secrètement ces objets. Le gang de la Panthère Noire accepte généralement des contrats de mercenaires pour surveiller et voler ces marchands. Comme personne ne signale les marchandises volées, les victimes gardent le silence. Leur route étant maintenant bloquée, ils dépensent naturellement des sommes considérables pour des billets d'expédition afin d'atteindre d'autres mondes. Xian doute que des billets aussi chers rapportent beaucoup d'argent. Lyi admet que son plan est plus profond. Ses récents voyages entre les mondes avaient des raisons plus importantes. Lyi ouvre un portail avec ses mains. Il révèle qu'il a marqué toutes les autres entrées de monde autour de Eschan. Il peut désormais créer instantanément de petites portes vers n'importe quel monde. Leur équipe suivra les acheteurs des coûteux laissez-passer d'expédition et repérera les membres du gang de la Panthère Noire. Le moment d'attaquer viendra après cela. Xian fait l'éloge de cette brillante stratégie. Lyi exige le secret sur ses capacités de saut entre les mondes. Seules les personnes loyales peuvent se joindre à cette mission. Xian propose de participer car elle aime les aventures courageuses. Lyi sourit et accepte son aide pour leur attaque conjointe. Quelque part, un véhicule s'avance dans l'espace vide, transportant 2 ouvriers. Un ouvrier mentionne au vieux Wang que cette livraison a une grande valeur. Wang promet que chacun aura sa part des bénéfices. Des pierres acérées surgissent soudainement devant eux. Wang exprime sa gratitude au nom de tous, mais avertit ensuite tout le monde de rester sur ses gardes. D'autres pics de pierres jaillissent du sol comme des lames alors qu'ils traversent la zone. Le chauffeur sort et vérifie la sécurité de la cargaison. Un membre de la Panthère Noire apparaît et confirme que la cargaison est intacte. Cependant, il les avertit de l'arrivée de problèmes et lance des poignards de pierre sur le groupe. Tout le monde se disperse tandis qu'il leur crie d'arrêter de courir, car son divertissement ne fait que commencer. Lyi arrive sur les lieux et propose d'être son adversaire à la place. Il active le mouvement de l'ombre et lance une attaque. L'ennemi se plaint que l'interférence gâche son plaisir. Lyi charge en avant tout en déclarant que le vol crée un problème. L'homme pense rapidement à utiliser ses pouvoirs de pierre, mais Lyi le frappe au visage avec une force incroyable, l'écrasant contre la surface rocheuse. Le combattant vaincu demande l'identité de Lyi. Il prévient que des gestes hostiles mettront en colère ses alliés proches qui ne montreront aucune pitié. Lyi répond en demandant s'il parle de ses combattants de rang et qui sont déjà tombés face aux membres de l'équipe de l'ombre. Cette révélation fait crier l'ennemi d'incrédulité. CN apparaît et demande comment gérer ses ennemis capturés et s'il devrait éliminer tout le monde. Lyi refuse cette approche, car les tuer donnerait une excuse facile au gang de la Panthère Noire. Il propose plutôt une stratégie supérieure. L'homme s'interroge sur ce plan alternatif. Lyi lui ordonne de retourner informer le gang de la Panthère Noire que Lyi et le gang de l'ombre ont tout planifié. Bao est allongé sur son lit d'hôpital lorsque des rapports lui parviennent sur l'implication du gang de l'ombre dans les récentes attaques. Il exige de savoir comment Lyi est devenu si puissant si rapidement.
Son assistant explique la situation compliquée. Leurs hommes semblent indemnes de l'extérieur, mais les scanners médicaux révèlent de graves dommages osseux internes dans tout leur corps. Même avec les meilleurs soins médicaux, la guérison prend au minimum 6 mois. Les coûts de traitement atteignent 5 millions par personne, pour un total de 30 millions pour 6 membres blessés. Un autre message arrive, rapportant que leurs 2 équipes restantes ont également été vaincues. Bao saisit la chemise de son subordonné de rage et exige des détails sur l'attaquant. Apprenant qu'il s'agissait encore de Lee, il grince des dents, incrédule. Les 3 dimensions alternatives se trouvent à des centaines de kilomètres les unes des autres, ce qui rend des attaques simultanées apparemment impossibles, même avec des capacités de vol. Son subordonné lui montre des preuves vidéo prouvant la responsabilité de Lee. Les images montrent Lee battant leur force à lui tout seul. Dans l'enregistrement, Lee remarque le tournage secret et s'approche de la caméra. Il avertit celui qui filme de reculer et se moque de la faiblesse du sous-fifre de la Panthère Noire. Lee met leur chef au défi de l'affronter directement au lieu d'envoyer de faibles subordonnés. Il mentionne les coûts médicaux élevés pour soigner tant de combattants blessés pendant de longues périodes. Cette dernière insulte pousse Bao au-delà de ses limites. Il détruit la tablette de fureur et jure d'éliminer complètement Lee. Plus tard, Lee les amène à un entrepôt. Si-Yin se demande pourquoi il a choisi cet endroit. Lee explique qu'il a suivi Kuxiao plus tôt et a trouvé par hasard l'entrepôt du gang de la Panthère Noire juste à côté. Leur interférence constante dans les opérations ennemies ces derniers jours force Bao à s'occuper personnellement des missions maintenant. Seiyuan réalise que notre gars prévoit d'attaquer leur entrepôt pendant que Bao est occupé ailleurs. Son téléphone vibre avec une mise à jour. Son contact rapporte que Bao et son équipe sont déjà partis pour la dimension alternative numéro 3. Lee accuse réception de cette information et ordonne de poursuivre la surveillance. Ardut l'informe que Bao dirige cette mission personnellement pour éviter d'autres échecs. Il prévoit de se faire passer pour Bao pour créer la confusion et leur faire gagner du temps pour le raid. Xian s'inquiète à l'idée d'affronter un adversaire de Ranbei et suggère que Duan Hao l'accompagne pour sa sécurité. Lee refuse cette suggestion car il évite le combat direct. Amener des personnes supplémentaires crée des complications inutiles. Elle proteste contre cette décision, mais Lee ouvre un portail de l'ombre pour lui montrer sa méthode d'évasion. Il la rassure en lui disant que le danger ne constitue pas une menace réelle car le portail permet une retraite instantanée en lieu sûr. Xian accepte à contre-cœur mais l'avertit de rester prudent. Pendant ce temps, l'équipe de Bo célèbre le succès de son opération minière dans la dimension alternative. Il loue la qualité des matériaux qu'ils ont récoltés durant cette expédition. Un membre complimente le leadership de Bo, notant comment lui et ses partisans ont évité de les affronter directement cette fois-ci. Bao considère Lee comme une menace mineure avec des ressources et des capacités limitées. Soudain, Bao sent la présence d'un intrus à proximité. Il exige que la personne cachée se montre immédiatement. Lee émerge tout en maîtrisant un des subordonnés de Bao. Il complimente les capacités sensorielles impressionnantes de Bao pour un combattant de Ranbei. Cette reconnaissance choque complètement Bao. Lee conserve son attitude décontractée, prétendant n'être qu'un simple mineur aux ambitions modestes. Le subordonné capturé supplie Bao de le sauver. Lee déconseille les mouvements brusques car des accidents pourraient causer des blessures permanentes à l'otage. Bao libère de l'énergie de feu vers Lee, déclarant qu'ils peuvent périr ensemble. Lee positionne l'otage comme un bouclier, forçant Bao à brûler son propre coéquipier. Lee disparaît en utilisant le mouvement de l'ombre tout en commentant la victime. Lee réapparaît à un autre endroit et se moque de la volonté de Bao de sacrifier les siens pour la victoire. Bao traite Lee de lâche et lance d'autres attaques de feu, mais un autre subordonné se retrouve pris dans les flammes à la place. Lee se matérialise derrière Bao et observe que travailler pour lui comporte des risques professionnels extrêmes. Bao répond avec rage, affirmant que l'élimination de Lee justifie la perte de plusieurs subordonnés. Bao crée une immense tornade de feu qui force tout le monde à fuir pour survivre. Les flammes tourbillonnantes brûlent plusieurs membres de l'équipe tandis que Lee utilise le mouvement de l'ombre pour se cacher derrière un abri rocheux. Bao crie à Lee d'arrêter de se cacher comme un insecte. Il reconnaît qu'il ne peut pas sous-estimer la puissance d'un adversaire de Ranbei et décide que la retraite est la stratégie la plus sage. Avant de partir, Lee se demande quelle expression Bao affichera en revenant découvrir leur entrepôt pillé. Il disparaît à travers son portail de l'ombre pendant que Bao continue de chercher avec colère. De retour à l'entrepôt, les membres restants de la Panthère Noire font face à l'équipe d'assaut de Lee. Bao arrive en exigeant des explications sur le désastre qui s'est produit en son absence. Son subordonné rapporte que des membres du gang de l'ombre ont attaqué aux côtés de la plus jeune fille de l'aîné de la famille Qin. L'ennemi a amené 2 combattants de Ranbei et de nombreux guerriers de Rance et contre leur équipe réduite. Un autre membre confirme qu'il n'avait aucune chance contre une force aussi écrasante. Bao s'approche d'eux avec une intention meurtrière, déclarant que leurs excuses ne peuvent pas leur épargner la punition. Il brûle vif un subordonné tout en réalisant que l'implication de Xian explique le vaste réseau de soutien de Lee. Cette découverte pousse Bao à promettre des représailles impitoyables contre les 2 ennemis. De nombreuses créatures entourent Kui pendant qu'il menace Bao de mort immédiate s'il continue ses actions imprudentes. Bao montre une peur évidente face à cet avertissement, qui lui déconseille de détruire leur plan majeur pour des pertes financières mineures. Une fois leur expérience réussie, il promet d'éliminer la famille Qin en premier.
Bao accepte à contre-cœur cet arrangement tout en maudissant intérieurement. Ce revers frustre Bao, car l'argent volé lui appartenait personnellement. Des années de direction criminelle ne lui avaient jamais apporté une telle humiliation auparavant. Il grince des dents en se demandant s'il peut s'occuper de Xian sans l'aide de Cui. Pendant leur voyage de retour, Xian complimente l'intelligence de Li Yi auprès de Duan Hao. Elle ordonne à leur chauffeur d'accélérer. Duan Hao la taquine en disant que la jeune demoiselle manque clairement à Li Yi, ce qui la met dans l'embarras. Xian nie que quelqu'un de spécial lui manque. Duan Hao réplique qu'elle a mentionné Li Yi 24 fois depuis son réveil aujourd'hui. Elle conteste ces chiffres tout en expliquant que Li Yi fait partie de ses quelques amis proches. L'instant d'après, un véhicule en excès de vitesse percute soudainement leur voiture, brisant le rétroviseur latéral. Duan Hao protège Xian alors que l'énorme camion percute de plein fouet leur véhicule. Un liquide étrange éclabousse depuis la zone de chargement du camion agresseur. Un garde du corps s'enquiert de l'état de Saint. Duan Hao la tient de manière protectrice tout en confirmant qu'elle est en sécurité. Leur voiture endommagée commence à brûler à cause de l'impact. Bo sort du véhicule agresseur et la salue après leur longue séparation. Duan Hao ordonne à tout le monde de protéger Si et ses subordonnés forment une barrière défensive autour d'elle. Si défie l'arrogance de Bao de l'attaquer avec des forces aussi limitées. Elle se sent soudainement prise de vertige et se demande ce qui affecte son corps. Duan Hao remarque quelque chose d'anormal avec le liquide renversé. Bao explique qu'il n'attaque jamais sans s'assurer d'une victoire totale. La substance qui les recouvre contient du venin d'araignée fantôme qui rend même les combattants expérimentés inconscients pendant 10 heures au contact. Tous les subordonnés s'effondrent au sol sous l'effet du poison. Duan Hao ordonne à Shine de fuir pendant qu'il affronte directement Bao. Bao saisit Duan Hao à la gorge, louant sa loyauté tout en notant que les gardes du corps dévoués survivent rarement à leur maître. Le feu engloutit Duan Hao alors que Shine hurle son nom de douleur. Pendant ce temps, Li Yi se déplace en terrain forestier en utilisant le mouvement de l'ombre pour voyager rapidement. Il réduit en miettes les obstacles qui bloquent son chemin. Anthropique commente que la maîtrise de la technique de Li Yi montre un développement impressionnant. Li Yi mentionne qu'il a maintenant atteint le rang C et demande à l'ombre de l'appeler par un autre nom. L'ombre considère la force de rang C comme une simple amélioration de base avec des capacités légèrement améliorées. Li Yi reçoit un appel téléphonique urgent de CIEN. Anthropique se demande si la puissance de rang C offre vraiment des avantages significatifs alors que l'arme de Li Yi tombe de ses mains choquées. Le téléphone affiche une vidéo montrant Bao tenant Shin par les cheveux tout en s'adressant directement à la caméra. Cette image déclenche une rage intense chez Li Yi qui lui demande ce que Bao pense accomplir. Bao agrippe les cheveux de Shin tout en expliquant que ses exigences dépendent de ce qu'il ressent pour elle. Il propose deux options, livrer 1 milliard en rançon pour assurer sa liberté, ou la regarder subir la torture jusqu'à sa mort. Xian le supplie d'ignorer ces conditions impossibles. Il répond immédiatement qu'il fournira le milliard et demande le lieu de l'échange. Bao exige l'argent dans l'heure à son entrepôt. Il doit arriver absolument seul, car impliquer la famille Qin garantit la mort de Xian. Anthropique lui déconseille cette mission suicide compte tenu du niveau de puissance actuel de Li Yi. Après avoir terminé l'appel, il dit à son ombre qu'il ne peut pas abandonner une amie. De plus, l'issue reste incertaine quant à savoir qui mourra aujourd'hui. Plus tard, Li Yi arrive à l'entrepôt où Bao est assis confortablement avec son gang. Bao reconnaît son courage tout en exigeant le paiement demandé. Li Yi insiste pour voir Sien avant toute transaction. Bao ordonne à ses hommes de présenter l'otage. Li Yi observe Sien suspendu dans les airs par des cordes, la bouche bâillonnée pour l'empêcher de parler. Li Yi ouvre immédiatement son stockage dimensionnel pour montrer l'argent. Un subordonné confirme l'authenticité de l'argent. Notre gars demande la libération de Sien maintenant que le paiement est arrivé. Bao admet avoir menti sur le respect de leur accord, car posséder l'argent change tout. Bao demande si Li Yi croyait naïvement qu'il pourrait survivre à cette rencontre. Notre gars révèle qu'il s'attendait à cette trahison et active l'explosion cachée dans la pile d'argent. Une lumière vive jaillit, suivie de flammes explosives créant une épaisse fumée dans toute la zone. Bao se demande si Li Yi s'est échappé pendant le chaos, mais Li Yi se matérialise directement derrière lui. Bao génère des attaques de feu tout en se moquant des tours simplistes de Li Yi. Li Yi répond que le professeur de Bao aurait dû le mettre en garde contre l'utilisation des flammes lorsque l'air est complètement rempli de poussière. Une explosion massive secoue le bâtiment, choquant Bao par son intensité. Li Yi coupe les liens de CN et la rattrape alors qu'elle tombe inconsciente. Quand elle ouvre les yeux, elle se retrouve sur la Wyvern à côté de lui. Bao aperçoit le dragon volant et remarque une entrée de portail vers des dimensions alternatives s'ouvrant à proximité. Alors que Li Yi et Sien disparaissent par le portail, Bao réalise que cet adversaire possède de nombreuses capacités cachées. Bao jure de s'approprier toutes les techniques de Li Yi une fois qu'il l'aura capturé. Son subordonné rapporte que plus de la moitié de leur équipe a été blessée par l'explosion. Bao ordonne à tous les combattants valides de poursuivre immédiatement les fugitifs. Les membres restants du gang se précipitent vers le portail avant qu'il ne se ferme complètement. Les forces ennemies les poursuivent en criant pour empêcher leur fuite. Xian s'inquiète de voir l'équipe de la Panthère Noire pénétrer dans leur sanctuaire. Il calme ses craintes, expliquant que cette invasion crée l'occasion parfaite de résoudre un problème persistant en utilisant leurs ennemis. Il ordonne à Xian et Félon de se cacher pendant qu'ils s'occupent de la menace imminente. Après qu'ils se soient envolés en lieu sûr,
Il descend pour affronter seul ses poursuivants. Anthropic se demande si Lii a délibérément laissé l'entrée du portail accessible pour exploiter ses intrus afin de terminer le deuxième niveau de l'épreuve. Lii confirme cette stratégie, notant que les règles n'ont jamais exigé de terminer les défis sans aide. Son compagnon reconnaît son interprétation astucieuse des exigences. Il explique que la récompense du deuxième niveau est trop précieuse pour être ignorée. Une armure capable de défendre contre des attaques de rang A offre d'énormes avantages. Il atterrit dans une clairière entourée de flammes tourbillonnantes. Il observe que les membres de la Panthère Noire montrent une détermination impressionnante dans leur poursuite. Quand ils arrivent, Bao déclare que Lii n'a nulle part où fuir. Notre gars se demande pourquoi il aurait besoin de s'échapper puisque le sauvetage de Xian a complètement réussi. C'est le moment idéal pour éliminer Bao de façon permanente. Bao rit de cette déclaration, traitant Lii de fou pour avoir défié leur groupe entier tout seul. Bao ordonne à son équipe de submerger cet unique adversaire avant de chercher la fille. Il promet à ses hommes qu'ils pourront s'amuser avec elle après la victoire. Cette menace déclenche la colère de Lii alors qu'il reconnaît leur supériorité numérique. Cependant, Anthropic souligne que la quantité ne garantit pas la victoire en toutes circonstances. Il appelle des renforts parmi les monstres qu'il a laissés derrière lui en ouvrant la porte derrière lui, et des yeux brillants émergent de l'obscurité dans toute la zone. Toutes les créatures qu'il a rencontrées auparavant se matérialisent, prêtes au combat. Lii accueille le gang de la Panthère Noire comme compagnon pour ce défi à venir. L'apparition soudaine de nombreux monstres sème la panique parmi les forces de Bao. Les bêtes chargent en avant, lançant leur assaut, tandis que les membres du gang se crient des avertissements. Une créature se jette sur Bao qui crée des barrières de feu protectrices pour tenter d'arrêter l'attaque. Lii décide de déchaîner sa technique ultime, activant la transformation de l'ombre en forme de grand marteau. Il déclare son intention de s'assurer que Bao subisse un maximum de dégâts lors de cette confrontation. Lii ordonne à son arme de détonner avec une force explosive. L'intensité de l'explosion le surprend, car il réalise que la puissance de rambée de Bao ne peut être sous-estimée, même lorsqu'elle est contrée efficacement. Alors que le combat continue, Bao le nargue sur sa capacité à bloquer des attaques uniques tout en remettant en question son endurance face à un assaut soutenu dans son état actuel. Anthropic répond que dévier un seul coup offre un avantage suffisant. Il suggère à Bao d'examiner plus attentivement son environnement. En regardant autour de lui, Bao découvre que des créatures ont complètement encerclé sa position, ne laissant aucune issue de secours disponible. Avant que Bao ne puisse comprendre quoi que ce soit, Anthropic s'échappe de là en lui souhaitant bonne chance avec les bêtes. Brûlant de la colère d'avoir été dupé, Bao incinère furieusement la bête jusqu'à la réduire en cendres, mais d'autres bêtes arrivent après qu'il en ait vaincu une. En les voyant, il jure d'écraser notre gars. Pendant ce temps, notre gars est dans la zone centrale du deuxième niveau avec son ombre. En sortant du portail, il demande à Anthropic s'il est sûr qu'ils trouveront dans ce royaume une armure capable de résister à une attaque de rang A. Anthropic lui assure qu'il obtiendra cette armure en récompense pour avoir terminé le deuxième niveau. En avançant, il voit un cadavre, et son compagnon lui explique que c'est l'intendant du deuxième niveau, Jiming, et lui demande de donner à Jiming une sépulture décente après qu'il ait réglé le problème de la Panthère Noire. Il accepte. Anthropic le remercie et l'encourage à continuer d'avancer pour trouver l'armure. Après un moment, il aperçoit enfin l'armure d'ombre, qui semble plutôt correcte contrairement à ses attentes. Pendant ce temps, Anthropic pense que Lii n'est qu'au deuxième niveau d'amélioration de l'ombre au lieu du troisième, mais ses pensées divaguent. Même si Lii était au troisième niveau, il ne pense pas que Lii serait capable de renoncer à l'armure avec cette capacité. Lii se tourne vers son compagnon et lui demande son avis. Anthropic ignore sa question et l'encourage à prendre sa récompense. Notre gars marmonne sur le fait qu'il est devenu sentimental ces derniers temps et avance. Avant même qu'il ne puisse toucher l'armure, celle-ci lui saisit le cou en s'adressant à Anthropic, disant qu'il est inattendu de voir son maître après si longtemps. En réalité, il y a une âme à l'intérieur de l'armure avec un renforcement de l'ombre de niveau 2. Lii ne comprend pas ce qui se passe lorsque son ombre appelle cette âme Ming. Ming est furieux contre Anthropic d'être devenu le parasite de quelqu'un comme notre gars, un simple rancé, alors qu'il possédait autrefois un pouvoir immense dans sa vie. Finalement, Anthropic ordonne à Ming de s'arrêter, mais Ming, furieux, refuse d'obéir. Il explique qu'il sommeillait dans cette armure, attendant le retour des Anthropiques pour prolonger sa vie. Cependant, il est déçu de ne voir qu'une partie brisée de l'âme des Anthropiques à l'intérieur de notre gars, alors il décide de le raffiner. Cela, affirme Ming, améliorera non seulement son renforcement de l'ombre, mais fera aussi de l'armure son réceptacle pour contenir son âme. À ce moment-là, notre gars s'adresse à Anthropic. L'instant d'après, il appelle son ombre et demande si en lui donnant le contrôle total de son corps, il pourra arrêter Ming. Anthropic lui demande s'il n'a pas peur de lui perdre son corps, mais notre gars a déjà compris qu'il a assez de pouvoir pour conserver son corps. Autrement, Anthropic ne le lui aurait jamais rendu en premier lieu. N'ayant pas le choix, Anthropic ne fait qu'un avec notre gars qui brûle maintenant d'énergie. Ming rappelle à Anthropic qu'il n'a aucune chance contre lui car son âme résiduelle n'a qu'un pouvoir de rang A. Anthropic assure à Ming que sa compétence de rang A est suffisante pour le vaincre, mais que dans son état de parasite, il ne peut pas l'utiliser pleinement. L'instant d'après,
il utilise le domaine de l'ombre de deuxième niveau autour d'eux. Ming sourit à son maître, mais affirme avec confiance que Anthropique n'utilise que le pouvoir de deuxième niveau. Il nargue son maître, lui demandant comment il espère résister à cette compétence qu'il lui a lui-même enseignée. L'instant d'après, Anthropique sourit en transformant le réseau d'épée infini avec son ombre, narguant son ancien élève en lui disant qu'il détient bien plus que cela. À ce moment-là, de nombreuses armes d'ombre se tournent vers Ming qui les esquive nonchalamment. Prêt à attaquer notre gars? Il s'exclame que Anthropique ne peut pas utiliser des compétences de troisième niveau avec le corps de Lii. Anthropique utilise alors la téléportation d'ombre pour esquiver l'attaque de Ming, le laissant surpris par cette compétence inconnue. Maintenant, Anthropique attaque sans relâche son ancien élève avec une épée d'ombre, mais Ming reste suffisant, affirmant qu'il ne pourra de toute façon pas maintenir le deuxième niveau bien longtemps. Anthropique demande à notre gars s'il peut supporter le combat, et il lui assure en grimaçant de douleur qu'il le peut. Ming rappelle à Anthropique qu'il ne peut pas vaincre son armure avec ce genre d'attaque. N'ayant plus le choix, Anthropique frappe fort, visant à forcer l'âme de Ming à sortir de l'armure. Le sol tremble, mais Ming résiste à l'attaque. L'instant d'après, cependant, l'épée de Ming se brise, et il encaisse un coup de poing des Anthropiques, qui encourage Lii à tenir encore un peu. Lii répond avec détermination. Anthropique, d'un autre côté, s'inquiète que le corps et l'âme de Lii puissent subir de graves dommages à cause de cette surcharge d'énergie. Voyant son hésitation, Ming sourit, se moquant de son maître devenu si pathétique, hésitant à le vaincre juste pour protéger Lii. Anthropique regrette sa pause, et l'instant d'après, il est violemment frappé par son ancien élève. Ming est très satisfait de pouvoir enfin vaincre et absorber son maître. Le dit maître n'arrive pas à croire qu'il est trahi par son propre élève. Il quitte finalement le corps de Lii et retourne à Ming, qui brûle de triomphe à l'idée de revenir enfin à la vie avec l'essence des Anthropiques. Lii s'inquiète pour son compagnon, mais Anthropique lui dit de fuir. Déterminé, notre gars se précipite sur son ennemi et demande à Ming de laisser partir Anthropique, mais Ming se moque de ce sentiment. Il explique que Anthropique a trop peur de brûler l'âme de notre gars, c'est pourquoi il n'ose jamais utiliser toute sa puissance. D'un autre côté, Lii n'est rien en termes de force, mais il attaque quand même Ming pour le bien des Anthropiques. Ming le projette au loin, le faisant tousser du sang. Anthropique le presse de partir, insistant sur le fait qu'il n'est qu'un rancé. Lii lui rappelle comment il l'a autrefois traité comme un esclave et l'a forcé à se battre pour monter de niveau. Mais maintenant, en se précipitant vers l'ennemi, il déclare que cette fois, c'est lui qui fait le choix. Il essaie d'attaquer Ming tout en révélant qu'il a vaincu la panthère de sang en absorbant de force l'énergie de l'ombre environnante. Il est déterminé à faire de même avec Ming. Ming ne le croit pas, mais Anthropique s'inquiète que cette cascade insensée puisse faire exploser son corps. Lii, cependant, s'en moque alors qu'il continue de rassembler l'énergie de l'ombre, même en remarquant que son corps commence à se briser. Ming se moque de son sentiment, le qualifiant de noble mais suicidaire. Anthropique s'adresse à notre gars, mais Ming le fait taire, exigeant qu'il devienne tranquillement la nourriture de sa vie. Anthropique est absorbé à l'intérieur de Ming qui rit triomphalement, mais l'instant d'après, il remarque des ombres massives l'entourant. Il réalise que c'est la compétence de la nuit éternelle qui doit être activée par le domaine de l'ombre. Il n'arrive pas à y croire et doute que ce soit même possible. Il se demande si c'est l'œuvre des Anthropiques, qu'il n'aurait pas entièrement absorbée. L'instant d'après, notre gars apparaît derrière son ennemi avec son énergie de l'ombre activée, lui rappelant sa déclaration de l'éliminer.